Ce podcast vous est proposé par Antique Pays Basque dans le cadre du projet Coart, soutenu par Erasmus+. Un audio enregistré lors d'un événement organisé le mercredi 22 mars 2023 à la médiathèque de Biarritz. Vous y trouverez le retour d'expérience du projet Coart par les partenaires et les participants, et, dans une seconde partie, les échanges d'acteurs du secteur artistique et culturel sur le sujet « Les usages du NFT et de l'IA peuvent-ils être choisis et déployés de manière responsable ?» Merci à tous d'être venus. Bonsoir, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis Annick Dalmagne, la directrice de l'Antique Pays Basque. Je suis très heureuse d'ouvrir ce soir les rencontres numériques Pays Basque Off qui vont traiter pour ce jour des nouveaux usages numériques dans le secteur culturel et artistique. En premier lieu, je voudrais remercier la ville de Biarritz, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, et particulièrement la directrice de la médiathèque qui nous accueille ce soir, Mayalène Sanchez, et toute son équipe qui a aidé l'équipe de l'Antique Pays Basque à organiser cette conférence et cette soirée. L'équipe de l'Antique, Silène, vous l'avez vu passer, elle est ici, elle court depuis plusieurs jours, Silène Théobald et Emmanuel Arecea, que vous allez voir, qui va parler tout à l'heure. Juste en 3 mots, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est l'Antique Pays Basque ? L'Antique Pays Basque, c'est une association qui a été créée par la communauté d'agglomération il y a bientôt 25 ans, sous forme associative. On est donc une asso, mais on est l'agence de développement des usages numériques du territoire Pays Basque. Donc on a été créé par cette communauté d'agglomération et d'autres acteurs il y a 25 ans pour développer les usages numériques en se disant que au Pays Basque aussi, il fallait que le numérique se déploie, que le Pays Basque ne devait pas se développer que par tous les produits, le tourisme, les secteurs que l'on connaît habituellement. Mais il y a 25 ans, on se disait, tiens, on parle de société de l'information, autoroute de l'information. Mais il faudrait qu'au Pays Basque aussi, on soit à la page et qu'on s'occupe de ces sujets-là. Donc, on a été créé sous forme associative pour qu'en fait tous les types d'acteurs du territoire soient représentés au sein de l'Antique. Donc, on a différents collèges membres de l'Antique Pays Basque, des communes, des collectivités locales, des organismes publics, la Chambre des métiers et de l'artisanat, différentes villes, dont la ville de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz, etc. On a des organismes de formation supérieure et d'enseignement et de recherche, l'ESTIA, l'IUT de Bayonne Pays Basque, tout le campus Montori d'Anglet, de l'UPPA, Etchari Formation Développement, Ustaritz, bon, voilà, plein d'acteurs de l'enseignement supérieur. Un collège utilisateur, des personnes, des individus comme vous et moi qui s'intéressent à ce que fait l'Antique et qui s'intéressent aux usages numériques. Et un collège entreprises et opérateurs télécoms, donc des entreprises du numérique, mais pas seulement. Ça peut être des entreprises qui viennent monter des projets à l'Antique, comme Enedis, La Poste, des acteurs du territoire ou d'ailleurs qui s'intéressent à ce sujet du développement des usages numériques. Et ce sont eux qui décident des sujets que l'on traite à l'Antique, des sujets d'usage numérique actuel et des sujets d'anticipation. Et on essaye d'apporter toujours d'anticipation, si on peut dire, parce que c'est déjà là. Mais on essaie toujours d'apporter une réflexion sur les usages qui sont en train d'arriver, les expériences qui se font ailleurs et dont on pourrait montrer un intérêt ici sur notre territoire pour donner à réfléchir à nos élus, aux décideurs, chefs d'entreprise, etc. Donner des idées, pourquoi pas, pour monter des projets ici et développer ce territoire par d'autres supports, d'autres moyens, notamment les outils et les applications numériques. Par exemple, je vais aller vite, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un peu partout des espaces de coworking en Pays Basque. Le premier espace de coworking qui a été ouvert ici, sur ce territoire, il a été créé dans l'Antique, dans nos propres locaux, puisqu'on a une toute petite structure et on est suffisamment réactif pour s'adapter au jour le jour. Et c'était en 2011, me semble, par là. Très concrètement, un groupe d'indépendants voulait créer un espace de coworking sur ce territoire, sans moyens, sans espace, sans lieu. On leur a dit, OK, venez,
on pousse nos bureaux, on vous met une table, il y a du café et de l'internet, venez tester. On va voir si vraiment ça a un intérêt. Et ça a tellement bien marché qu'au bout de quelques temps, les coworkers se sont constitués en association et aujourd'hui vivent sans l'antique, ils n'ont plus besoin de nous. Et ils ont différents locaux, différents lieux d'accueil de coworkers et de travailleurs itinérants un peu partout sur ce Pays basque. Je dois accélérer. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des usages numériques dans le secteur culturel et artistique. Pourquoi l'antique s'est intéressé à ce sujet-là ? Tout simplement parce que depuis 2021, on travaille sur un projet européen soutenu par le programme Erasmus+, que vous connaissez peut-être, qui s'intéresse au sujet de l'éducation, de la formation, des mobilités étudiantes, etc. Et dans ce projet, en fait, l'Antique a la mission de tester des outils de gamification pour accompagner la formation des entrepreneurs, artpreneurs, c'est-à-dire des artistes, des gens qui créent leur activité dans le secteur culturel et artistique. Donc concrètement, avec des partenaires de l'Europe, on a développé des escape rooms, escape games. Emmanuel et Jeffrey vous en parler. Et donc des escape rooms, escape games qui ont la mission de développer les compétences numériques et en entrepreneuriat de ces jeunes artistes, créateurs d'activités dans ce secteur. 2 temps forts pour cette soirée. Donc la première, je vous l'ai dit, on va parler du projet Coart avec un retour d'expérience donc d'Emmanuel Arecea qui travaille à l'Antique, qui est chargé de ce projet à l'Antique avec Silène. Et le retour de Jeffrey Hampshire, qui est consultant indépendant, c'est artiste. Pardon, j'ai dû écorcher votre... On dira Jeff tout à l'heure. Voilà. Et qui a participé au projet, qui nous a fait confiance et qui s'est impliqué à nos côtés dans ce projet. Donc, merci beaucoup. Et dans un deuxième temps, vous pourrez assister et intervenir dans une table ronde animée par Virginie Barrault sur les usages du NFT et de l'intelligence artificielle dans le secteur culturel et créatif, et surtout, est-ce qu'ils peuvent être déployés de manière numérique responsable. Puisque je ne l'ai pas dit, depuis 2020, l'Antique s'intéresse et travaille sur le numérique responsable et les usages de ce numérique de façon sobre, responsable, avec des enjeux durables dans cette société dans laquelle nous vivons. Merci. Merci à tous, merci Annick. Très rapidement, vous parlez du projet Coart. Alors, ce qui est le plus visible dans ce projet, c'est le résultat. Donc, ce sont les fameuses escape rooms en ligne qui sont basées pour donc en gros, vous allez à l'entrée, vous avez pu voir une adresse web, une URL, donc voilà, donc le site co-art-hub.eu. Alors, s'il vous plaît, vraiment un coup de main pour nous et pour augmenter un petit peu nos stats. Si vous voulez bien flasher ce QR code, créer un compte et vite fait aller voir de quoi il en retourne. Vous verrez en fait, donc c'est un site internet qui est, alors, les escape rooms, c'est quoi? Ceux qui en ont fait, vous voyez, c'est une espèce de somme d'énigmes à résoudre pour avancer dans un cheminement. C'est un petit peu ce modèle qu'on a repris, mais vous allez voir sur ce site, c'est surtout des espèces de tutos, des espèces d'énigmes qui vous pousseront à faire des recherches pour progresser sur telle ou telle compétence, à la fois numérique et entrepreneuriale. Gardez en mémoire que ce site-là, il a été fait par différents partenaires dans toute l'Europe, en Grèce, en Pologne, notamment, des endroits où des fois le numérique chez les artistes est beaucoup moins développé ici en France. Donc, des fois, soyez pas surpris, ça vous paraîtra un peu premier niveau. On vous présente ça, mais finalement, sur ce projet-là, ce qui a été le plus important, le plus, le plus enrichissant, c'est plutôt ça. C'est un simple manuel que vous pourrez trouver sur le site institutionnel du projet. C'est un manuel qui vous apprend à faire des escape rooms, ou en tout cas, qui vous apprend à transmettre votre savoir de façon ludique.
Au-delà du résultat du site web qu'on peut trouver bien, pas intéressant, c'est pas finalement ça les résultats les plus probants de ce projet. C'est plutôt ça. C'est la transmission du savoir-faire qui a permis de se dire voilà, moi j'ai besoin de savoir collaborer en ligne de façon intéressante. Donc du coup, comment je m'y prends, qu'est-ce que je dois transmettre, tout ça là, tout ce qui est contenu là-dedans peut vous donner des pistes pour justement penser une transmission de savoir et la mettre en ligne. Et c'est tout l'intérêt du témoignage de Jeff, en fait, avec d'autres personnes comme Jeff. On les a amenés avec nous en Lettonie et on leur a appris justement à transmettre ça. Et c'est finalement il y avait 24 personnes, je crois, ou même un peu plus avec toi. Et c'est un petit peu ce témoignage-là qu'on voulait vous livrer aujourd'hui. Merci. Vous pouvez changer la photo, s'il vous plaît. Voilà, ça va mieux. Oui, donc pour dire, on était 26 personnes, 6 pays et beaucoup de spécialités. C'est-à-dire que il n'y avait pas 2 personnes qui étaient pareilles, ni à peu près du même pays, mais ils étaient partout. C'était des gens qui jouent au piano, des gens qui étaient des artistes, des gens qui travaillaient un peu dans le numérique. C'était des gens de tous les bords. Donc à la fois, c'était très enrichissant, ça c'était cool. C'était Erasmus+, ça c'était cool aussi, parce que si je suis en anglais ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait Erasmus en 89 et ma femme est française et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai un petit pincement de cœur pour Erasmus. Donc la première chose, c'est il y a énormément de gens différents et donc avec énormément de profils et des besoins différents. Donc la première chose on capte, c'est quand on va faire un escape room ou un projet, quelque chose comme ça, c'est qu'il faut cibler. Et ça, c'est super important. Allez sur le deuxième, s'il vous plaît. Donc là, ça c'est un exemple d'un ciblage, parce que chaque personne a son propre objectif, chaque personne a son propre les choses qu'il va faire apprendre, il veut apprendre. Moi, j'ai fait partie d'une équipe et nous, on a fait penser comme un alien. Le projet, en fin de compte, c'était très clair, c'était très bien structuré pour nous, parce que le message qu'on voulait faire passer, c'était apprendre à réfléchir pour soi-même. C'était très important parce que à cette époque, même aujourd'hui, Lettonie, c'est à côté de l'Ukraine, il y a la guerre qui est là-bas. Et il y a beaucoup de jeunes qui regardent beaucoup de choses sur Internet et les informations dans tous les sens. Et il fallait absolument essayer d'apprendre à ces jeunes comment réfléchir. Donc, on avait un cible qui était des jeunes. Comment réfléchir, c'était apprendre à réfléchir, regarder et trier les choses. Et c'était une but qui était très facile avec une ligne conductrice. Ça, c'est la première chose qu'on apprend, c'est il faut cibler, il faut avoir une ligne conductrice, savoir à qui on veut parler, ce qu'on veut dire. Et le thématique aussi était assez facile, parce qu'on parle de gamification, il faut que ça soit un minimum de fun. Et là, le gamification dans ce cas-là, c'était pour des gens qui étaient dans un camp d'été, et c'était tous les gens entre 15 et 18 ans qui aiment la science. Donc nous, on a fait penser comme un alien, parce que c'est un peu geek, ils aiment bien ça, ils aiment bien la science-fiction, et on a fait tout notre game autour de ça. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est cibler, savoir à qui on parle, de quoi on veut parler, comment on veut parler, et avoir la progression dans l'alignement. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes, parce que les outils aujourd'hui, Geniali et beaucoup d'autres outils, on les trouve en ligne. Mais les gens, souvent, ils se trouvent face à un problématique qui ne s'est pas structuré. Et là, effectivement, il y a le Digicamp, et l'autre, c'était l'Intracamp pour les entrepreneurs. Et les choses qu'on apprend, c'est il faut bien garder en tête et déterminer le but de l'escape game. On fait pas de fun pour le fun. Et il faut vraiment que la formation ait des résultats attendus. Et le but, c'est d'arriver à amener les gens à ces résultats attendus. C'est pas vraiment du fun. C'est vraiment de structurer en amont. Et c'est ces réflexions-là que je pense qui fait une grosse partie de ce document, que quand je parle avec des gens, ils se rendent compte assez rapidement de la possibilité. Ils ont entendu parler d'escape game, mais c'est comment transposer cette idée et les ramener ça dans le giron qui est utile pour eux, qui est le plus difficile. Et c'est vraiment une méthodologie, une manière de réfléchir qui les amène, on les amène. Et donc, le dernier partie, s'il vous plaît,
c'est voilà, le retour d'expérience, une à la fois, mais c'est que l'escape game, c'est un outil qui est très puissant, relativement inconnu ou mal compris par les gens dont on parlait là, les entrepreneurs ou les gens, ils n'avaient pas cette réflexe de dire je peux utiliser cela. Une des choses qui détermine si ça peut être bien pour eux ou pas, c'est qu'il faut qu'il y ait une opportunité pour eux qui est de taille par rapport à le travail et l'investissement qu'il faut et le retour qu'ils puissent avoir. Donc, on peut faire des escape games sur mesure, on peut faire pour une seule personne, on peut faire une cible. Ce qu'il lui faut, c'est une cible assez grande, avec un retour qui est assez grand, qui fait qu'ils sont intéressés pour le faire. Au-delà de ça. Comme je dis, le prise en main est facile. Les gens sont assez créatifs, donc ça, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est vraiment une question de l'allocation de ressources qui met en face de cette projet par rapport à les résultats attendus. Et surtout, ce que moi, je vois aujourd'hui, et ça, je pense que ça vient un peu là, c'est il y a quand même un besoin de formaliser en amont et accompagner les gens parce que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est natif. Ils ont besoin de quelqu'un pour montrer un peu le chemin et à partir de ce moment-là, ça roule. Les idées sont là, mais c'est le chemin qu'il faut montrer. Ok, merci beaucoup. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer à la conférence. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, sur les escape games, sur les escape rooms, on est disponible dans la salle. Et puis voilà, et puis maintenant, bonne conférence. Merci. Merci Emmanuel et Jeff pour cette présentation du projet. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter Emmanuel juste après la conférence, à revenir nous voir ou nous solliciter à l'Antique. On est sur la Technopole Isarbel à Bidart. C'est pas loin, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Pour continuer, j'appelle Virginie Barrault, qui est galériste. Vous pouvez aller voir son site virginiebarrault.com qui va assurer la modération de cette table ronde. Romain Lalire, artiste visuel. Je sais pas où il est, Romain. Vidéo. En vidéo. Cyril Leclerc. Cyril, je l'ai vu. Conseiller en marketing culturel et membre du collectif Les Œuvres Vives. Et Franck Dupont, cofondateur d'OpenGem et de l'événement NFT Biarritz. Bonsoir. Merci. Bonne table ronde. Gardez vos questions. À la fin, on vous passera le micro et vous pourrez poser vos questions, interroger les intervenants avec plaisir. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors merci d'être là ce soir. Donc on est là pour répondre à une question particulière concernant les usages du numérique, puisqu'elle est formulée de cette façon. Donc les usages des NFT et de l'IA peuvent-ils être choisis et déployés de manière responsable? Pour réfléchir ensemble à cette question, donc deux intervenants qui sont physiquement sur le plateau avec nous, et puis un troisième intervenant, Romain Lalire, qui interviendra sous la forme de petites vidéos qu'on va vous passer pour ponctuer cet échange. Donc Franck et Cyril, je vous invite à vous présenter dans un premier temps. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Franck, cofondateur d'OpenGem et NFT Biarritz. Donc c'est vrai, c'est très vrai. Il y a mon frère d'ailleurs qui est là au premier rang, avec qui je travaille beaucoup sur ces deux boîtes. Alors pour faire court, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps, OpenGem c'est quoi? On regarde en fait ce qui se passe sur la blockchain, on va beaucoup en parler aujourd'hui, pour voir ce qui est sécurisé et pas sécurisé. On essaie de donner beaucoup de transparence sur ça, notamment sur les NFT. Et dans le prolongement de cette mission-là, on crée aussi des événements, dont NFT Biarritz. Qui ont déjà entendu parler de cet événement à Biarritz l'année dernière? Pas mal. Qui y était l'année dernière? Pas mal. Donc on recommence cette année d'ailleurs. Avec 2 jours, on en reparlera. Et en effet, ces événements ont pour but de démocratiser cette technologie. Il y a plein de choses à dire, et notamment sur la sécurité, la propriété intellectuelle, et de plus en plus l'IA aussi. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Cyril Leclerc. Effectivement, ma spécialité c'est le marketing culturel. Alors j'aurai pas l'occasion de vous expliquer ce qu'est le marketing culturel ce soir, mais pour résumer, je considère que je vais utiliser un certain nombre d'outils que j'ai à ma disposition, un certain nombre de compétences pour accompagner des acteurs culturels et des organisations culturelles à mettre en place leur stratégie, qu'elle soit numérique, sur le numérique ou pas. Et dans ces outils, dans cette boîte à outils, il y a l'aspect développement durable et numérique responsable.
Je suis également donc le fondateur d'un collectif qui s'appelle Les Œuvres Vives, avec d'autres consultants, d'autres communicants qui ont d'autres compétences que moi et qui peuvent on peut intervenir de façon géométrie variable pour accompagner les acteurs culturels dans la mise en place de leur stratégie. Alors, on va vous passer une brève vidéo pour vous présenter Romain Lalire, artiste visuel. Bien, bonjour à tous, je suis Romain Lalire. Alors j'aurais aimé être parmi vous ce soir, mais malheureusement je ne peux pas, mais grâce à la technologie qui est un peu la thématique de la soirée, je peux aussi être un peu ici parmi vous. Alors je suis artiste visuel, j'utilise la technologie pour créer des images plutôt poétiques. Et après elles peuvent exister de plein de manières différentes, que ce soit de la photographie, de la vidéo, des performances ou des installations. Voilà, en résumé, vous avez pu voir peut-être mon projet Fragment, qui est un projet au long cours dans lequel j'utilise la technologie pour montrer la nature d'une manière différente, sous un angle de particules, de nuages de points. C'est une des manières dont j'utilise la technologie. Voilà, pour ma part, je suis Virginie Barrault, je suis galeriste, j'accompagne les carrières de plasticiens sous la forme de prestations de services. Ma galerie d'art est une galerie d'art en ligne et mes expositions physiques se déploient dans des lieux atypiques de type château, chambre d'hôte ou directement chez des particuliers pour mettre en situation les œuvres d'art comme si on était chez soi. Et j'ai l'occasion dans mon travail de collaborer avec des artistes qui touchent dans leur pratique à ces technologies que sont les NFT et l'intelligence artificielle, d'où mon intérêt pour le sujet. Alors pour commencer, il me semble important de définir les outils technologiques comme que sont les NFT, la blockchain et l'IA. Donc voilà, c'est le premier point qu'on va aborder. Donc si Franck veut bien de manière pédagogique nous rappeler, nous expliquer ce que sont ces mots pour bien circonscrire notre sujet de ce soir. Oui, merci. Donc déjà, on parle en effet de deux technologies extrêmement différentes, à la fois blockchain et IA. Donc c'est vraiment décorrélé, parce que certains pensent que c'est corrélé. Pas du tout, il n'y a pas de lien vraiment entre les deux. Par contre, on peut s'en servir les deux en même temps pour les utiliser pour résoudre certains problèmes. Donc, je vais commencer par ce qui est la blockchain. Donc là, on a parlé de NFT. Alors, NFT, blockchain, NFT. Il faut savoir que, en fait, les NFT, donc, souvent, on en parle pour désigner des images qui se vendent beaucoup, ou qui circulent, ou des vidéos aussi parfois. On parle de titres de propriété. Donc, en effet, on peut parler d'actifs, finalement, ces images-là, ces vidéos-là. Mais elles reposent toutes sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop délier les deux, blockchain et NFT. Ce qui s'est passé récemment dans le web comme innovation, on a vécu une rupture à un moment donné, surtout à partir du Bitcoin, donc 2012-2013, qui s'appelle le Web 3. Alors, on n'a peut-être pas entendu parler encore une fois d'un autre terme, Web 3. En fait, c'est lié à la blockchain. Je vais juste très, très rapidement en fait, expliquer pourquoi c'est une innovation, pourquoi c'est intéressant d'en parler. C'est parce que pendant très longtemps au début, donc on appelle ça le Web 1, donc au début des années 80, début des années 2000, fin des années 90, quand Internet est arrivé, on pouvait consulter des choses sur Internet. Donc on pouvait consulter de l'information. On consommait de l'information en tant qu'utilisateur. Ces informations-là étaient créées par des entreprises, étaient stockées par des entreprises. Donc on pouvait consommer des informations qui ne nous appartenaient pas et qu'on ne créait pas. Après sont arrivés les réseaux sociaux, voilà, fin des années 2010, on va dire, un peu avant, Facebook, Google, les drives, les fameux clouds, etc. Et là, du coup, on a commencé à pouvoir créer de la valeur. Vous, utilisateurs, vous postez une publication Instagram, vous créez de la valeur. Vous pouvez, quand vous stockez un fichier sur le cloud, vous déposez de la valeur sur Internet. Donc, on appelle ça le Web 2. On peut consommer et créer. Et maintenant est arrivé le Web 3. On peut en effet toujours consommer, créer, mais maintenant posséder. Avant, on possédait jamais les datas. C'était Google, Facebook qui les possédait, etc. Là, maintenant, avec la blockchain, en fait, la blockchain est un peu comme une base de données, comme d'habitude, mais à la différence qu'elle est possédée par plein d'utilisateurs dans le monde, cette base de données. Donc, il n'y a pas une société au-dessus de la blockchain. C'est cette fameuse blockchain, c'est un peu le Internet du Web 3. C'est ce nouveau Internet. C'est pas une société qui détient ça. C'est plein de gens dans le monde entier. Donc, il faudrait que tout le monde n'ait plus de ces ordinateurs pour ne plus avoir de blockchain, ce qui rend très robuste ce nouvel Internet. Donc, on parle de blockchain.
Et maintenant, ces images qui sont sur ce nouvel Internet, ces vidéos, eh bien, elles sont beaucoup plus persistantes. Il y a moins de chances qu'elles soient supprimées dans le temps, ou en tout cas, les gens n'ont pas forcément un contrôle dessus. Alors que Facebook, ils ont le contrôle dessus. Là, c'est tout le monde qui possède, du coup, il n'y a pas vraiment de contrôle sur ça. Une fois qu'on l'a déposé, elle y sera, a priori, pendant très longtemps. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des actifs qui deviennent plus persistantes, qui créent aussi un consentement, parce que tout le monde voit ce qui se passe dans cette blockchain-là. Donc on parle tout de suite de cas d'usage intéressants, comme le titre de propriété, en effet, ou de brevet. J'ai déposé une image, je suis le premier, je suis le seul à l'avoir fait. Tout le monde peut le voir, tout le monde il y a un consensus autour de ça. Et c'est dans ce sens que l'art s'est intégré. Parce que l'art a connu des problèmes de propriété intellectuelle, de transport. Lorsqu'il y a des ventes aux enchères, il faut bien transporter l'œuvre. Là, tout se fait sur Internet, tout en ayant toujours cet aspect authentique. C'est authentique. Il n'y a pas plusieurs NFT pour une même image. Il y a une image, un NFT. Donc cette authenticité est rendue possible grâce à la blockchain. Voilà pour la partie blockchain. J'espère que ça va. Maintenant, la partie IA. Alors, je vais vraiment très très vite parce que c'est difficile de définir ça en 5 minutes. La partie IA, et finalement, l'IA est là depuis des années et des années. Hein. Il n'y a rien à voir avec le Web 1, Web 2, Web 3. C'est plutôt une technologie algorithmique. On a réussi en fait à entraîner des algorithmes avec de la data qu'on a accumulée depuis le début d'Internet, qui fait qu'on arrive maintenant à générer des réponses de ces algorithmes à partir de certaines données que vous pouvez lui donner. Voilà, je veux les dernières statistiques des dernières voitures vendues en Chine, etc. Maintenant, on arrive assez vite à vous donner la réponse. Ça a commencé avec Google. Il y a une IA derrière. Quand vous tapez des requêtes sur Google, c'est une IA derrière qui vous donne une liste de réponses. Là, maintenant, on arrive à donner la réponse sous forme de phrases qui ressemblent de plus en plus à des phrases qu'un humain pourrait vous donner. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une intelligence artificielle. Finalement, ça reste du code derrière qui se repose sur les datas qu'on a accumulées. Et plus on a de data, plus les réponses sont de plus en plus pertinentes. L'IA, maintenant, on l'utilise de plus en plus dans l'art aussi, car maintenant, les algorithmes qu'on arrive à produire dans l'IA sont tellement puissantes qu'ils arrivent aussi à se reposer sur toutes les images qui existent sur Internet depuis des années et des années pour vous en créer au pixel près lorsque vous essayez de décrire ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, ça explose avec ChatGPT, par exemple, Midjourney, je pense que ça parle à certains. Et c'est là qu'on peut parler aussi de révolution, parce qu'on arrive de plus en plus à se rapprocher d'une réponse qu'un humain pourrait apporter. Le pont entre IA et blockchain se situe à plein d'endroits différents. Il y a encore des gens qui cherchent des applications autour de ces deux technologies. Aujourd'hui, je pense qu'on va surtout parler de tout ce qui est propriété intellectuelle et génération d'art, peut-être à l'aide de l'IA, pour ensuite les certifier sur la blockchain. C'est un cas d'usage. On peut aussi parler de audit. Finalement, je vous ai dit tout à l'heure, on est OpenGem, on audite du code, on regarde si le code est sécurisé en fait. Une IA peut aussi très bien apprendre de lui-même pour savoir si c'est sécurisé ou pas, etc., etc. Il y a pas mal de cas d'usage sur l'IA et la blockchain, on va en parler tout à l'heure. Voilà pour mes définitions un petit peu. Alors justement, tu donnais des exemples d'applications. Cyril, peut-être que tu peux nous proposer d'autres exemples et d'applications, notamment utilisées dans les musées. Oui, alors il y a quelque chose peut-être que vous avez déjà rencontré. Si vous avez fait des réclamations à la SNCF, je pense à ça parce que la SNCF utilise cet outil, c'est le chatbot. C'est ce qu'on appelle des assistants conversationnels. Donc ce sont des dispositifs auxquels on va pouvoir poser des questions et qui vont répondre automatiquement à ces interrogations. Et effectivement, c'est utilisé dans certains lieux culturels, particulièrement les musées, parce que un musée, à partir d'une certaine heure, c'est fermé, et donc il n'y a plus personne au standard. Et donc l'usage qui peut être intéressant, c'est d'avoir un dispositif conversationnel qui va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En plus, on n'a pas besoin de le payer. Voilà, c'est parfait. Et donc du coup, l'objectif de ce dispositif conversationnel, ça va être de répondre aux questions des visiteurs, tout simplement. Ça permet d'apporter des réponses rapides pour les visiteurs, et puis ça permet aussi de décharger les personnels qui sont parfois sursollicités pour répondre à des questions qui sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a des tarifs pour les demandeurs d'emploi? Est-ce que vous prenez la carte étudiant, etc. Et donc du coup, ça permet de faire gagner du temps aux équipes grâce à ce dispositif conversationnel. Il y a une start-up en France qui fait ça très bien, qui s'appelle Ask Mona. Voilà. Je sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais mais voilà. Mais en tout cas, c'est toujours bien de donner des exemples en tout cas. Voilà. Si vous voulez voir des exemples, vous pouvez aller voir sur leur site ce qu'ils font. Justement, c'est assez intéressant.
Alors justement, à propos des NFT et de l'application, on va écouter Romain en tant qu'artiste visuel, comment il intègre les NFT dans sa pratique, et puis en tant qu'usager, puisqu'il a testé lui-même l'achat de NFT, donc il va nous faire part de son expérience. Alors quand on vend un NFT, on vend ni plus ni moins qu'un acte de propriété d'un fichier numérique. Après, c'est à l'artiste de décider de l'expérience qu'il veut faire vivre à l'acheteur, au collectionneur. Moi, j'ai testé le parcours justement en disant tiens, qu'est-ce qui se passe si on achète un NFT, et j'ai vraiment pas du tout aimé l'expérience. Après, j'avais fait ça il y a peut-être 1 an. Maintenant, les choses sont beaucoup plus simples, mais la plupart du temps, il faut quand même se créer un portefeuille de crypto-monnaies. C'est pas juste comme rentrer dans une galerie et acheter un tableau, une photo ou une sculpture. L'expérience est moins sensorielle. Donc, ce qui est bien avec ce système, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité, c'est que vous pouvez mettre en vente un NFT et avec un lien, par exemple, qui permet d'accéder à un contenu enrichi. Donc, si, par exemple, je mets en vente un NFT de quelques secondes, l'acheteur peut ensuite accéder à la vidéo originale, qui peut être une vidéo très longue en 4K, ou alors on peut très bien aussi dire que si on vend un NFT, il sera accompagné d'une œuvre imprimée, d'un tableau. Finalement, on achète vraiment un certificat qui permet de rendre l'œuvre authentique, sûre. Et ça, c'est une vraie avancée, puisque maintenant, on peut suivre la vie d'une œuvre. Et on peut à chaque fois savoir à qui elle appartient, combien elle a été vendue. Et ça permet aussi à l'artiste de récupérer des droits sur chacune des ventes, ce qui devrait être obligatoire normalement, ce qu'il est, mais dans la réalité des faits, ça se pratique très rarement. Donc il y a un vrai avantage de mettre en vente son travail de cette manière-là. Et après, moi je sais que j'ai besoin de concret, j'ai besoin de réel. Donc j'ai imaginé un concept qui existe, ça s'appelle le bloc. C'est un bloc en béton qui est fabriqué sur mesure, surmonté d'une plaque en cuivre gravée avec le nom de l'œuvre. Et finalement, quand vous achetez ce bloc, vous avez quelque chose de réel, de physique que vous pouvez poser à côté de votre téléviseur. Vous le connectez et là, vous avez accès aux œuvres qui ont été produites, mais vous avez quand même quelque chose de physique. Il y a aussi maintenant des écrans qui sont connectés, qui vous permettent de les connecter à votre portefeuille de crypto-monnaie. Et l'avantage du NFT, c'est que vu que vous l'avez acheté avec votre crypto-monnaie, c'est certifié que c'est à vous, et donc tout est encapsulé dans quelque part dans la blockchain. Et donc il suffit de connecter votre portefeuille et là, comme ça, vous pouvez accéder et visualiser vos œuvres vidéo ou photos. Donc c'est une manière de pouvoir accéder au contenu que vous collectionnez, et donc vous êtes en droit de vouloir contempler. Voilà. Mais je pense qu'on en est au tout début. La technologie est assez récente et elle a déjà évolué extrêmement vite. Maintenant, il y a les usages à trouver pour rendre l'expérience beaucoup plus simple et se rapprocher un peu plus de l'émotion qu'on a quand on est face à une œuvre, quand on veut pouvoir la consulter, la voir et puis la toucher aussi. Donc voilà, on a un peu présenté ces outils technologiques numériques, et donc on va toucher au cœur de notre sujet de ce soir. Comment on passe finalement du développement durable au numérique responsable. Et donc là, je me tourne vers le spécialiste Cyril pour un petit peu nous dire comment ceci se déploie. Alors je vais commencer par mettre de l'ambiance en resituant cette notion dans un contexte particulier, celui de nos limites planétaires. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, le GIEC a sorti un rapport ce lundi où ils expliquent justement qu'on devrait sans doute passer la barre des 1,5 degrés dans les 10 premières années 2030, ce qui était prévu normalement en 2050. Voilà, je mets un petit peu d'ambiance, mais c'est pour ça aussi que il faut que et voilà, c'est pour ça que j'ai mis une citation de Hans Jonas.
c'est que dans la mesure où ce qu'on est en train d'imposer à la planète est en train de, enfin voilà, on est les capacités de la planète sont limitées, donc on est en train d'imposer à la planète des dégradations qui font que on est un peu responsable de ça. Donc du coup, effectivement, l'idée c'est de réfléchir à comment on va mettre en place des actions qui permettent de rendre permanente une vie authentiquement humaine sur Terre. Si je peux avoir la slide suivante. Et donc, du coup, la réponse à ça, c'est évidemment le développement durable. Alors, je vous ai mis 2 exemples de déploiement du développement durable. La fameuse théorie du donut, qui propose de réfléchir à avoir un plancher social avec des conditions minimum équitables pour tout le monde, un plafond environnemental qui tient compte de ses limites planétaires, et puis surtout ça va délimiter un espace pour une économie inclusive et durable. Ce qui est un petit peu aussi mis en place dans les fameux 17 ODD, Objectifs de développement durable, qui ont été mis en place en 2015 par les 193 pays de l'Union européenne. À l'échelle d'une entreprise, si je peux avoir la slide suivante, à l'échelle d'une entreprise, on peut mettre ça en place via ce qu'on appelle la responsabilité environnementale et sociétale des organisations. Et donc, du coup, cette responsabilité sociale des organisations, c'est comment on va intégrer justement ces préoccupations dans les activités commerciales de l'entreprise et dans ses relations avec les parties prenantes, c'est-à-dire finalement les personnes, les partenaires, voilà, tout ce qui gravite autour de l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est une solution. On parle aussi de la transition écologique et de la transition énergétique. Donc là c'est un ensemble de pratiques qui permettent à partir d'expérimentation de personnes ou de villes de regrouper des problématiques de résilience communautaire, de mise en place d'économies circulaires, de réduction des émissions de CO2. Et donc ça, c'est souvent, c'est notamment lié à Rob Hopkins, ce fameux mouvement des villes en transition. Et souvent, dans la transition écologique et dans la transition énergétique, on va regarder s'il n'y a pas des innovations technologiques qui sont parfois, utiles pour faire de la transition. Et donc, je retombe un petit peu sur mes pattes. C'est là que va intervenir aussi le numérique responsable, parce que toutes les innovations sont pas forcément synonymes d'économie ou de résilience ou de transition. Donc justement, il faut être vigilant par rapport à ça. Juste une petite chose avant de passer à ce qu'est le numérique responsable. Il faut savoir que le concept de RSE, il a été mis en place dans les années 50. Donc en fait, peut-être que ce concept permet de visibiliser certaines problématiques, mais il reste inscrit dans un développement qui peut-être ne prend pas assez compte des ressources finies. On va le voir pour le numérique responsable. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc du coup, il y a un groupe qui travaille sur ce sujet à l'école supérieure de commerce de Clermont, qui propose d'aller encore plus loin. C'est de se saisir de ces enjeux de limites planétaires en passant par des arbitrages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et eux, ils parlent même plus de transition, ils parlent de désinvestissement, de désinnovation, ou de désincubation. Voilà, donc c'est aussi des concepts qui sont peut-être un peu radicaux à première vue, mais encore une fois, il faut être en phase avec le fait qu'on a dépassé pas mal de nos limites planétaires. Voilà, je vais très vite sur ces sujets-là pour de toute façon, on aura un temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions, effectivement, suffisamment important pour vous laisser la parole. Ouais. Le numérique responsable, si le numérique est une solution, le numérique est aussi un problème dans cette réduction, dans ce respect des limites planétaires. Et donc du coup, le numérique responsable, on va avoir un certain nombre de pratiques qui vont viser à réduire l'empreinte environnementale et l'impact social du numérique. Alors,
avec donc c'est un schéma qui montre que les choses s'interpénètrent. Hein. Le numérique responsable va regrouper, par exemple, ce qu'on appelle le Green IT, qui est toutes les techniques et les méthodes qu'on va utiliser pour réduire l'impact du numérique, dont notamment l'éco-conception des services numériques. Donc là, il s'agit de mesurer l'impact des services numériques, un site internet, une application, des NFT, pour réfléchir à comment on va pouvoir réduire cet impact. Et on peut aller plus loin en allant vers la sobriété numérique, où là, on est plutôt sur le fait de limiter les usages numériques, limiter l'utilisation d'appareils numériques, questionner aussi la durée de vie de ces appareils, puisque cette notion d'obsolescence programmée est très présente au niveau du numérique. Et puis on va avoir aussi à un autre niveau de l'informatique équitable. C'est plutôt la question de l'accès à tous à l'informatique, avec notamment les problématiques d'accessibilité, les problématiques de fracture numérique. Et puis également on va avoir là d'autres outils qui sont plutôt l'IT for good et l'IT for green, qui sont des outils qui eux permettent plutôt de d'utiliser les outils numériques pour justement optimiser certaines choses et de réduire l'impact environnemental. Je pense notamment aux smart cities ou aux smart grids, qui sont des outils numériques qui permettent de réduire certains flux, d'analyser, de réduire certains flux d'électricité, d'eau, etc., etc. Voilà. Donc si on peut passer à l'autre slide. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi il faut aller vers un numérique plus responsable? Parce que finalement, effectivement, on parle de NFT, on parle de drive, de cloud, etc. Mais c'est un monde faussement dématérialisé. Donc, je vous ai mis quelques ordres de grandeur que vous pouvez découvrir sur les slides. La première chose qu'il faut savoir, c'est que sans industrie minière, il n'y a pas de numérique. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, sans industrie minière, on n'a pas de smartphone, on n'a pas de NFT, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'intelligence artificielle. Et il faut savoir que 2 tiers à 3/4 de l'empreinte environnementale, elle n'est pas due, du numérique, elle n'est pas due aux émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de l'électricité. Elle est due à la fabrication des terminaux et notamment à cette industrie minière. Je vous ai mis aussi un autre ordre de grandeur. C'est pour faire un ordinateur de kilos, on va mobiliser plus de 800 kilos de matière. Voilà. Un petit peu la réalité. Je dis que effectivement l'empreinte environnementale due à la fabrication des terminaux, elle est importante, mais le numérique représente quand même 3,8% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Alors je dis aujourd'hui, ce chiffre-là, il date de 2019, donc imaginez la progression qu'il y a pu y avoir avec les 2 années de confinement et les accélérations des usages numériques qu'il y a pu y avoir avec. D'ailleurs, on estime qu'avec une croissance de 6 à 10%, ces émissions pourraient doubler dans les années à venir. Et donc, il faut voir aussi que le numérique, vu qu'il est un facilitateur, accélère un certain nombre d'usages, notamment les flux matériels, humains et financiers. C'est-à-dire que c'est plus facile de commander sur Internet, etc. Donc ça met des camions sur les routes, etc., etc. Et le numérique a aussi de nombreux impacts psychosociaux. Alors c'est pas le sujet ce soir, mais voilà, la captation de l'attention, la sédentarité et ses problématiques de santé, et aussi un certain nombre de services numériques peuvent conduire à des comportements addictifs. Voilà, je voulais petit tableau un petit peu de pourquoi il faut aller vers un numérique plus responsable. Et justement, on va voir comment on peut réfléchir à ça au niveau des NFT et de l'intelligence artificielle. Alors justement, par rapport à ce positionnement qu'on peut avoir en tant que citoyen et notre responsabilité vis-à-vis de ces outils-là, on va écouter Romain Lalire qui se positionne en tant qu'artiste visuel, qui est à la fois attiré par ces nouveaux outils parce que ça procure des capacités de création nouvelles, et en même temps ces interrogations par rapport à l'impact que ces outils ont sur l'environnement, la planète. Donc on l'écoute à ce propos. Alors être artiste digital et être conscient de l'impact qu'on peut avoir sur l'écologie,
c'est pas vraiment simple. Comme vous l'avez vu, j'ai la série Fragments qui donc parle de nature, la montre sous un autre angle pour montrer sa fragilité. Mais en même temps, pour cela, j'ai besoin et j'utilise des technologies avec des matériaux rares, avec des batteries, des choses qui potentiellement peuvent tomber en panne avec l'obsolescence programmée, donc polluer. Alors c'est un vrai paradoxe, mais ce sont mes outils et c'est comme mes pinceaux, c'est comme ma peinture. Donc j'en ai besoin pour créer, mais c'est sûr que ça influence maintenant un peu plus la direction que je donne à mon travail. Et je pense que si il y a une réalité, c'est qu'il faut de plus en plus que l'on parle de notre environnement, de l'écologie, il faut qu'on la préserve. Et si je peux, grâce à cette technologie, en parler d'une autre manière pour éveiller les consciences, je me dis que c'est ma petite part, comme ça. Et puis, j'essaie aussi, au plus possible de réutiliser des choses, parce que finalement, j'ai des écrans, j'utilise des hologrammes, j'utilise plein de choses qui sont des supports, qui me permettent d'afficher des contenus. Et je suis pas obligé de sans cesse reproduire des pièces, sans cesse reproduire de la matière qui, elle aussi, devient une matière supplémentaire sur cette terre. Mais j'utilise quelque chose qui me permet d'afficher d'autres contenus. Donc c'est aussi un moyen de ne pas trop rajouter encore cette masse polluante potentiellement. Et puis j'espère que tout va aller vers une technologie beaucoup plus puissante, par exemple sur les batteries, sur le recyclage, sur comment on peut les recharger. Je pense qu'il y a des énormes choses qui sont faites en ce moment, mais pour l'instant, on en est encore au début de la prise de conscience de la nécessité de changer les choses. Mais voilà, c'est tout ce qui est paradoxal, et les NFT, puisque c'était le sujet, c'est encore autre chose parce que ça consomme énormément d'énergie pour être généré en permanence sur la blockchain. Même si, par exemple, la technologie de Ethereum a été réécrite intégralement et elle est beaucoup moins énergivore maintenant, c'est une réalité, ça consomme de l'énergie, mais comme nos mails, comme absolument tout ce qu'on utilise, comme le cloud, je pense que à la fois les artistes, mais aussi nous en général, on doit bien évidemment prendre plus conscience de l'impact écologique de tout ce qu'on utilise en permanence tous les jours. Mais voilà, encore une fois, si l'art numérique peut et doit, en tout cas, mais si ça peut éveiller les consciences et montrer à quel point tout ceci est à préserver, j'en serais vraiment ravi, et c'est tout le but. Et donc justement, est-ce qu'on a connaissance d'un état des lieux de cet impact-là sur l'environnement, en fait, l'impact écologique de ces technologies-là sur l'environnement? Alors, on a très peu de recul. Enfin, j'ai commencé par dire ça. On a très peu de recul sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle et des NFT, puisqu'il y a, voilà, sur les deux sujets. J'ai commencé par ce qu'on sait sur l'intelligence artificielle. Alors déjà, c'est lié au cycle de vie. Enfin, d'ailleurs c'est vrai pour les deux. Hein. Et c'est ce que disait Romain, c'est que pour travailler sur l'intelligence artificielle, on va utiliser des machines. Ces machines, comme je l'expliquais, sont corrélées à une industrie minière qui est polluante, enfin voilà. Donc effectivement, on imagine assez bien l'impact environnemental que ça a. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent reportage là-dessus sur Arte, un reportage sur comment est extrait le cobalt qu'on trouve dans nos batteries de voitures, d'ordinateurs, etc. Ça, c'est la première chose. Après, sur ce qu'on sait effectivement, c'est que les processus d'apprentissage profond, voilà, donc c'est-à-dire il faut entraîner les machines pour qu'elles puissent ensuite faire leurs calculs, aller chercher des données, etc.
Ces processus d'apprentissage profond sont assez coûteux en énergie. Bon, ça dépend de plusieurs choses, ça dépend du nombre de, enfin voilà, Franck tout à l'heure parlait de ces données, donc ça dépend de la taille des données qu'il va falloir aller compiler. Ça dépend de l'architecture aussi du réseau. Enfin voilà, parce que c'est vers des sortes de réseaux de neurones qui fonctionnent ensemble, et donc du coup, plus ce réseau va être complexe, plus il va être long à entraîner, donc plus il va être énergivore. Et puis ça dépend aussi de la taille de la tâche qu'on va assigner à cette intelligence artificielle. Plus elle est complexe, plus le processus sera long, plus ce sera énergivore. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte qui font que on n'est que au début du calcul de l'intelligence artificielle. Ecoinfo, qui est le département CNRS qui travaille sur ces problématiques d'impact environnemental du numérique, et on est encore à réfléchir à justement à comment on peut calculer cet impact de l'intelligence artificielle. J'ai toutefois trouvé donc une étude de l'université de Massachusetts qui dit que l'entraînement d'un modèle de traitement de langage similaire à ChatGPT, dont on parle beaucoup, aurait consommé alors attendez, parce que là j'ai pas le, il y a une petite, je crois que c'est 4,6 mégawatts d'énergie, donc c'est l'équivalent de 546 foyers américains pendant un an en termes d'énergie. Vous imaginez bien que aux États-Unis, on n'a pas un parc nucléaire comme en France. Le mix énergétique est complètement différent. On a encore du charbon, on a encore du pétrole, donc forcément derrière c'est des énergies fossiles. Sur ce qui concerne les NFT, c'est un petit peu la même chose. On est surtout sur si je peux avoir la slide. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Il y a la question effectivement de l'analyse du cycle de vie sur lequel, sur toutes ces fameuses machines qui sont connectées dans la blockchain. Il faut des ressources pour les fabriquer. Il faut aussi gérer la fin de vie de ces machines, parce que voilà, c'est. Alors Romain parlait de recyclage. En fait, en France, je crois que sur déjà en France, il y a que 45% du matériel informatique qui est collecté, et je crois que sur ces 45%, je vous dis ça comme ça parce que je crois que c'est 17% seulement de la matière qui est recyclée. Donc on est très très loin effectivement d'être efficace sur le recyclage. Et puis encore une fois sur la NFT, il faut de l'énergie aussi. Là, j'ai trouvé une étude de Cambridge sur l'écosystème du Bitcoin. L'idée, c'est que ça représenterait un peu plus que la consommation énergétique de l'Argentine ou de la Norvège. Donc c'est assez énorme. Pourquoi c'est aussi énorme? Parce que les calculs pour valider une demande d'authentification sont très consommateurs d'énergie. Et ça nécessite, c'est ce que tu disais Franck, le fonctionnement de plusieurs machines. Certaines de ces machines sont localisées en Chine, où l'énergie tourne essentiellement au charbon. Donc voilà, donc du coup, on est sur un mix énergétique aussi là où les énergies fossiles sont la principale source d'électricité. Donc voilà. Donc je vous mets aussi d'autres ordres de grandeur. Le fameux protocole Ethereum, il demanderait autant d'électricité que les Pays-Bas, et il aurait une empreinte carbone comparable à Singapour. Et alors il y a aussi un artiste qui a un petit peu cherché à calculer. Alors ça n'a rien de scientifique, hein, mais il a fait le calcul que de mettre en ligne 6 crypto-art, ça consommait plus d'énergie que son studio artistique en 2 ans. Voilà, ça donne un petit peu une idée de l'énergie qui est consommée. Alors sur Ethereum, effectivement, c'est ce que je dis dans la slide qui suit, ils ont retravaillé leur protocole pour qu'il soit moins énergivore, et en plus donc la transaction est plus rapide et à moindre coût. Tu compléteras Franck hein, si tu veux. Et ils ont réussi à réduire de 99,5 la consommation d'énergie, donc ce qui est plutôt positif. Et il y a un accord qui est placé. Alors, je sais pas si, tu étais au courant Franck, mais il y a un accord qui s'appelle le Crypto Climate Accord,
qui imagine que toutes les énergies, l'énergie qui sert à la blockchain et aux NFT et aux crypto-monnaies surtout, ferait une transition vers les énergies renouvelables pour 2030. Voilà. Alors après, ça pose la question de ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'effet rebond, mais l'effet rebond, c'est plus on optimise quelque chose, plus l'usage va s'accélérer. Par exemple, si vous avez une machine à laver qui consomme moins, vous allez vous dire, comme elle consomme moins, je vais peut-être pouvoir l'utiliser un peu plus. Autre exemple, si vous faites des routes, ça s'accompagne forcément de sobriété en fait, le changement quoi. C'est un peu l'idée, oui. Il faut, c'est-à-dire que si on optimise les choses, il faut garder un usage constant. Un autre exemple, c'est que la 5G à usage constant, elle devrait être moins énergivore que la 4G. Le problème, c'est que la 5G va amener d'autres usages qui vont être de plus en plus énergivores et on va être obligé de faire la 6G, etc. Donc la question qu'on peut poser, c'est la question de la sobriété aussi, quoi. C'est comme aussi si vous construisez plus de routes, il y a toujours plus de voitures dessus. Ça, c'est tous les urbanistes le disent également. Donc c'est cette question-là qu'on peut poser, c'est comment la question de comment on utilise à bon escient, et on en reparlera après, comment on utilise à bon escient ces technologies. Alors, on a vu l'impact environnemental. Maintenant, on peut parler peut-être de l'impact sociétal, avec les avantages et les inconvénients. Donc, Franck, est-ce que tu peux illustrer ça d'exemples, s'il te plaît ? Oui. Impact sociétal. Oui, ces deux technologies créent un bouleversement sociétal. On entend beaucoup parler, même dans la politique maintenant, de ChatGPT. C'est marrant. Donc oui, non, ça marque beaucoup. Alors je vais commencer par l'IA. C'est vrai que l'IA, pour le coup, d'un seul coup, on a à disposition une intelligence comme ça, à volonté, gratuitement. D'ailleurs, j'ai lu que ChatGPT, la dernière version, a réussi le dernier test, la plupart d'ailleurs des examens des plus grandes écoles du monde, dont celle de médecine, ce qui est assez incroyable. Donc, on a à disposition un étudiant qui sort de Harvard gratuitement, comme ça, à la volée. Donc, c'est sûr que ça va créer un bouleversement, un changement au niveau du travail aussi. Il y a pas mal de professions qui vont peut-être être remplacées ou complétées. Donc, il y aura une adaptation forcément de la population, comme on a toujours fait depuis qu'il y a des innovations technologiques. Donc, ça ne sera pas sans dommages, évidemment. Ça crée toujours des dommages. C'est par définition une innovation. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, l'humain sera probablement beaucoup plus productif qu'avant. On va pouvoir créer peut-être plus de valeur qu'avant. Et d'ailleurs, la notion de travail est même peut-être parfois remise en question. Est-ce que il sera toujours nécessaire de fournir autant de travail qu'avant pour gagner sa vie? Voilà, c'est un débat que j'ouvre comme ça. Mais c'est vrai que ça pose des questions philosophiques au niveau de la valeur du travail. Et je pense que oui, le bouleversement sera gros et extrêmement intéressant. Maintenant, sur la blockchain, l'impact sociétal, déjà on le voit depuis plusieurs années, depuis surtout 2015 quand Ethereum est arrivé, parce que c'est là qu'on a pu vraiment s'occuper de l'art dans la blockchain, parce qu'avant c'était seulement financier. Il y avait un aspect financier qui est aussi complètement énorme avec Bitcoin. La propriété intellectuelle est un cas d'usage très très populaire dans l'art, dans les NFT. Donc un artiste qui dépose son œuvre sur la blockchain peut prouver à n'importe qui dans le monde qu'il l'a déposé avec cette adresse-là, qu'il est authentique. On peut aussi parler de utility token, utility NFT, c'est-à-dire pas forcément dans l'art, mais aussi par exemple pour un vote. Voilà. Alors c'est pas encore trop utilisé, mais par exemple le vote démocratique peut être remplacé par un NFT pour qu'il soit complètement décentralisé. Donc cette fois-ci, tout le monde pourrait voir que un vote a été déposé par quelqu'un qui est anonyme et que c'est infalsifiable. Voilà, en gros. En fait, tous les métiers qui nécessitaient d'avoir un acteur central qui vérifie des choses peut être remplacé par la blockchain. Pas forcément les NFT, mais en tout cas la blockchain. En fait, la force de la blockchain, c'est son aspect décentralisé, traçabilité, que c'est public, que tout le monde peut lire ce qu'il y a dedans. Donc, ça crée encore une fois un consensus. Donc,
on en parle beaucoup d'ailleurs dans NFT Biarritz, hein, tout ce que je dis, ça, c'est ces cas d'usage-là. Si vous intéresse, je vous invite à venir d'ailleurs ce mois-ci. C'est le 21 et 22 août. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais l'impact sociétal sur les NFT, c'est surtout ce qui concerne la traçabilité, en effet, la persistance. L'aspect financier est aussi incroyablement impactant, surtout depuis Bitcoin. Que ce soit en termes de rapidité de transfert de fonds, que ce soit de décentralisation. Mais maintenant, ça pose aussi des grosses questions sociétales, notamment sur le système financier actuel, le capitalisme qu'on vit aujourd'hui. Encore une fois, là récemment, on a vu ce qui se passe avec la Silicon Valley Bank, cette histoire d'inflation, de hyperinflation, le fait qu'on imprime des billets, en fait, voilà, de manière centralisée. Bitcoin, aujourd'hui, personne ne peut imprimer de Bitcoin. Le nombre de Bitcoin est fini. Donc, c'est programmatique. C'est même un humain, s'il le voulait, même un gouvernement, s'il le voulait, il pourrait pas changer le nombre de Bitcoin en circulation dans le monde. Ce qui crée, encore une fois, quelque chose de neutre, un système neutre financier. Beaucoup y voient l'avenir là-dedans. D'autres y voient, au contraire, quelque chose qui est dangereux. Maintenant, l'avantage de ça, c'est qu'on peut définir les règles dans un protocole sur la blockchain avant de le déployer. Ethereum est une autre blockchain. On a mis d'autres règles. Ethereum, le nombre d'Ethers qui circulent dans la blockchain n'est pas fini. Ça a été changé dans le protocole. Il est inscrit que il y a des règles d'imprimerie d'Ether et de destruction d'Ether, etc., etc. Donc en fait, c'est des choses qu'on peut programmer. Et si tout le monde est d'accord, on le déploie et plus personne ne peut y toucher. Donc ça crée beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se penchent dessus, qui recherchent un moyen financier beaucoup plus robuste et plus durable que celui qu'on vit actuellement et dont on voit les limites de plus en plus. Donc oui, l'impact sociétal, financier, elle est surtout là avec la blockchain. Vas-y, oui. Non, j'allais poser la même question à Cyril. Est-ce que tu as des exemples, avantages et inconvénients de l'impact sociétal de ces technologies? Alors, beaucoup de choses ont été dites sur les NFT. Je vais plutôt parler de l'intelligence artificielle. Moi, je pensais, cela dit, ce que je vais dire, la première chose que je vais dire pourrait s'appliquer aux NFT. Il y a la question peut-être de l'accessibilité de la fracture numérique. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi à prendre le train du Web 2. Il y a un train du Web 3 qui arrive. Est-ce qu'il y aura un Web 4 après? Enfin, voilà. Est-ce que ça va pas laisser des personnes sur le bord de la route? Enfin voilà, c'est une question. Et je pense que justement le travail d'une agence comme l'Antique est intéressant à ce point-là. Après, la question au niveau de l'intelligence artificielle, et je vais paraphraser ce que disait Romain, et je vais paraphraser surtout un grand blockbuster, à grand pouvoir, grande responsabilité. En fait, c'est un petit peu ça la question. Je pense que au-delà de penser l'intelligence artificielle, au-delà de penser les NFT, peut-être que c'est de réfléchir à cette numérialisation du monde et ce qu'elle va, les conséquences qu'elle va avoir sur nos modes d'existence finalement, parce que on n'a pas pris le recul sur les réseaux sociaux et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des questions de finalement d'addiction, des questions de problématiques de harcèlement scolaire, des problématiques de Cambridge Analytica par exemple. Donc enfin voilà, la question c'est prendre du recul sur ce que ça peut faire sur nos modes d'existence, sur l'intelligence artificielle. Qui va avoir dans les prochaines années finalement le monopole de la rationalité? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est encore l'homme? Enfin voilà, là je vous renvoie à l'obsolescence de l'homme de Günther Anders. C'est effectivement une question qu'on peut avoir. C'est la question aussi de notre rapport au réel qu'on peut poser, de la sensibilité. Le philosophe Baptiste Morisot dit que la crise écologique, elle est due à une crise de la sensibilité au monde vivant. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le monde vivant autour de nous. Des gamins sont capables de reconnaître 1000 marques de 1000 marques marketing, mais ils sont incapables de citer 5 arbres de leur région. Donc voilà, ça pose ces questions, ces questions-là. Au-delà de ça, l'intelligence artificielle, elle peut vraiment avoir des applications intéressantes. Je pense notamment, je sors du domaine de l'art là pour le coup, mais dans le domaine de la santé.
Il y a vraiment des applications qui peuvent être intéressantes. Après, encore une fois, il faut questionner l'éthique. Quand on voit que là actuellement Microsoft investit à fond dans l'intelligence artificielle, mais a complètement réduit son comité d'éthique sur la question, ça peut interroger. Et puis, je voudrais quand même terminer, puisqu'on est là pour parler d'art et de culture. Quel est le rôle de l'art là-dedans? Moi, je trouve que un des rôles de l'art, puisqu'il se trouve que je suis aussi historien de l'art, c'est d'émerger des imaginaires, voire des contre-imaginaires. Donc je pense que les artistes pourraient s'emparer de ces usages aussi pour peut-être les détourner, pour peut-être proposer et imaginer d'autres choses. Donc peut-être l'objectif de Romain, il est pas là pour ça va être intéressant qu'il puisse interagir à cette interrogation, mais voilà, je pense que Justement, effectivement, on peut peut-être avancer la vidéo de Romain sur l'IA en fait, puisque il indique dans cette vidéo comment lui aborde la question de l'IA et comment il l'utilise dans son travail. Et donc en se posant des questions éthiques de droit d'auteur aussi. Donc on peut rebondir justement sur ce propos avec cette vidéo. C'est vraiment deux sujets on peut coller ensemble, mais qui sont quand même différents. Et l'IA ou l'AI, ça dépend. C'est vrai que ça pose un problème de propriété intellectuelle parce que pour entraîner ces intelligences artificielles, on leur a donné à manger des milliers d'œuvres qui ont été prises comme ça sur Internet. Elles étaient donc disponibles en libre accès, mais est-ce que on avait le droit, quand je dis on, c'est société, est-ce qu'ils avaient le droit de prendre tout ceci pour les entraîner à faire autre chose? Ça, c'est une vraie question. Le sujet est déjà en cours aux États-Unis sur cette. Il faut légiférer là-dessus, c'est évident. Maintenant, en tant qu'artiste, moi, c'est vrai que je ne me verrais pas créer une œuvre avec une intelligence artificielle et la mettre en vente. Ça me pose un vrai problème parce que finalement, ce n'est pas moi qui l'ai créé, même si j'ai donné la bonne phrase et ça a permis à la fin de réaliser une œuvre. Vu que maintenant absolument tout le monde peut le faire, je trouve que voilà, ça perd de son intérêt. Je pense que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est sûr, elle fait partie de nos vies et ça va aller encore très très vite parce que la technologie et l'adoption du public a été tellement rapide et impressionnante. Je crois que j'ai jamais vu une technologie aussi vite être utilisée. Il faut s'en servir. Alors moi, je m'en sers de plusieurs manières. Tout d'abord, parfois comme inspiration. Au lieu de chercher des images sur Pinterest ou dans des livres, je demande parfois à une AI comme Midjourney par exemple ou Dali d'imaginer des choses sur une thématique. Et parfois ça me surprend et ça me donne des pistes auxquelles j'aurais pas pu penser. Mais ça reste là, c'est vraiment sur une impulsion de départ qui pourrait être différente. Voilà. Et je pense que j'ai aussi travaillé avec une intelligence artificielle qu'on entraîne. C'est-à-dire qu'on va lui donner plein de visuels que on a pu créer pour en générer d'autres. Là, je peux trouver ça intéressant et ça fait sens parce que c'est recréer de la matière par rapport à notre matière. Mais encore une fois, moi, ça me pose un vrai problème pour moi, un artiste, c'est celui qui crée et qui va prendre des outils, que ce soit des outils numériques ou des outils physiques, et qui va sortir quelque chose de son esprit. Et je n'arrive pas à donner autant de valeur à quelque chose qui a été produit par un cerveau humain que par une intelligence artificielle. Je pense que le public, les spectateurs et les regardeurs ont ce même sentiment. Si vous savez que cette œuvre a été produite par un ordinateur et que l'artiste n'a pas fait grand-chose, je pense que vous n'allez pas lui donner le même intérêt. Et donc, à mon avis, après cet effet de mode et cet engouement, c'est pas que ça va redescendre, mais c'est que il va falloir trouver les usages. Et je pense que ce qui sort de la tête d'un être humain aura encore plus
de valeur et d'intérêt. Et ce qui sort entre les mains, là, c'est encore autre chose, parce que quelque chose qui a été fabriqué, patiné par la main de l'homme, bien sûr qu'il y a des machines maintenant qui permettent d'imprimer en 3D, de graver, mais quand quelque chose a été fait de A à Z par un homme, c'est autre chose. On est sur l'artisanat et je pense que voilà, ces outils existent, il faut s'en servir à bon escient, mais encore plein d'usages à trouver et on en est qu'au début. Donc voilà, il faut être conscient de ça. Je vous invite à tester aussi les choses, à aller sur ChatGPT, parce que c'est important aussi de savoir ce que ces outils font, ce qu'ils peuvent faire, parce que ça va vraiment prendre place dans nos vies dans quelques mois, dans quelques années. Tous les services vont mettre, et en tout cas la plupart en mettent déjà, de l'intelligence artificielle. Et ça va être beaucoup plus compliqué, par exemple, de savoir si on échange avec un être humain ou une intelligence artificielle par écrit, tout d'abord. Et certaines, maintenant, génèrent aussi des voix. Et il est même très compliqué de savoir si c'est une vraie personne ou si c'est un robot. Et vraiment, je vous invite à aller chercher un petit peu sur ce qui se passe dans le sujet, sur le sujet. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est effrayant et en même temps fascinant. Voilà, il faut être prêt. Et en tant qu'artiste, c'est aussi notre devoir de questionner ça et de porter un regard différent sur cet essor, sur ce qui va vraiment bouleverser nos vies dans les prochaines années. Et donc, pour rebondir sur l'aspect responsable, est-ce que finalement, on est en capacité de déployer les NFT et d'utiliser l'intelligence artificielle de façon responsable ? Alors d'un point de vue responsable, donc écologique, d'ailleurs je vais rebondir du coup sur quelques points au sujet des NFT et l'impact écologique. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi deux grands types de fonctionnement de blockchain. Je vais vraiment schématiser comme ça. La plupart de ce qu'on a vu aujourd'hui parle d'une blockchain qui fonctionne par preuve de travail. Alors ça veut dire quoi ? La preuve de travail, ça veut simplement dire que le fonctionnement est basé sur la puissance de calcul des ordinateurs qui tiennent cette blockchain. Donc, le protocole va regarder la puissance de calcul. Donc, plus la machine qui tient le blockchain est puissante, plus elle sera apte à continuer à la maintenir, en gros. Donc, ça encourage tout le monde à avoir des machines puissantes. Donc, un impact écologique très, très négatif. Okay. Ça, c'est le cas de Bitcoin, par exemple. C'est le cas de Bitcoin, c'était le cas de Ethereum. Et en fait, avec les innovations qui arrivent et avec les réflexions qu'il y a sur ces technologies, on a inventé un nouveau mécanisme qu'ils appellent la preuve d'enjeu et qui permet au lieu de regarder la puissance de la machine, on va plutôt regarder autre chose, qui est plutôt la quantité de crypto-monnaies que possède cet ordinateur. En gros, plus j'ai d'argent, plus je peux continuer à soutenir cette blockchain-là. Du coup, ça n'encourage plus à avoir des grosses machines puissantes qui ont un impact négatif sur la planète, mais plus à avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve d'enjeu, d'épargne, proof of stake, on va dire, et que ça réduit de 99% l'impact écologique, dans le sens où maintenant, la puissance n'est plus un sujet, la puissance des ordinateurs. Ethereum a passé ce cap depuis quelques mois maintenant. Ethereum est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Donc ça, je voulais rappeler ça. Donc si on devait utiliser la blockchain d'une manière responsable, je vous encourage d'utiliser des blockchains qui utilisent la preuve d'enjeu, proof of stake. Donc il y a Ethereum qui le fait bien, par exemple. Avalanche aussi le fait bien. Donc voilà pour la partie NFT. La partie IA, finalement, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. L'IA est gérée par des entreprises privées. Les algorithmes sont sur leur serveur. C'est privé. C'est compliqué à tracer, en fait, l'impact écologique. Lorsque vous envoyez une requête à Google, vous savez pas, c'est difficile de savoir combien d'électricité ça a consommé parce que ça se passe chez eux en Californie, quoi. Donc il faut faire confiance à des boîtes d'audit qui vont regarder là-bas, etc. C'est pas en temps réel et puis on s'imagine bien que les résultats sont pas forcément bons, etc., etc.
Tandis que la blockchain, c'est public. On peut finalement mesurer tout ce qui se passe sur une blockchain, vu que ça n'appartient à personne, c'est disponible publiquement. Ça, c'est la vraie force de la blockchain aussi, c'est qu'on peut tout tracer, même l'impact écologique. Et ça, c'est vraiment cool, parce que même si certains aspects de la blockchain polluent plus que certaines technologies d'avant, au moins on le sait et on peut le faire évoluer. Donc l'IA, finalement, est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT ou DALL-E ou un autre, ou Bard de chez Google si on veut moins polluer? Là, moi, j'ai pas la réponse de ça. Et pour revenir un dernier point aussi sur l'impact écologique de la blockchain, il y a, surtout sur l'aspect financier, on arrive très facilement à comparer le fonctionnement de Bitcoin avec le système financier actuel traditionnel avec les banques, notamment en regardant finalement le nombre de transactions qui se passent sur la blockchain et en faisant des audits sur, par exemple, les sociétés comme Visa ou les banques qui ont été faits énormément de fois. Et en fait, on constate que Visa ne peut que fonctionner par le biais des banques et de tout ce qui se passe dans le système bancaire, donc transport de fonds, l'imprimerie des billets, etc. Et ça, on peut très bien le mesurer. Aujourd'hui, on le mesure en térakilowattheure par an. Et tout le système financier, on estime, donc c'est Valuation qui a sorti cette information-là, c'est 5000 terawattheures, tout le système financier du monde. C'est à peu près 1/5 de l'électricité totale, de la consommation d'électricité totale dans le monde. 1/5. Donc c'est 5000. Bitcoin, par an, fait à peu près 122 terawattheures. Et il faut savoir que Bitcoin travaille sur une preuve de travail. D'accord. Donc Ethereum est aujourd'hui 99% fois moins impactant écologiquement que Bitcoin. Donc on va dire qu'il faut aussi savoir qu'il y a une vraie évolution déjà en termes d'efforts écologiques sur la blockchain et qu'on est quand même bien en dessous encore du système. S'il fallait par exemple changer de système financier, de mécanisme et de passer tout sur des blockchains, ça serait de toute façon beaucoup plus positif en termes d'écologique que si on gardait finalement les banques, les transports de fonds, les employés. Il y a énormément de choses finalement sur ces sujets-là. Cyril, est-ce que tu veux rebondir aussi là-dessus? Ouais, c'est très très précis et très détaillé sur les NFT. Effectivement, la différence entre proof of work et proof of stake fait une différence enfin il y a une grosse différence énergétique. Donc ça, je vais pas y revenir. Je vous ai mis 2 extraits du livre blanc qu'on a publié avec notre collectif. On a en fait le collectif Les Œuvres Vives. On développe un outil qui s'appelle communicant.info sur lequel on a proposé un livre blanc qui s'appelle Acteurs culturels des pistes pour un numérique plus responsable. Et moi, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Franck et ce qu'a dit Romain, effectivement, la première étape pour aller vers un numérique responsable, c'est de prendre conscience de son impact. Donc que ce soit les NFT ou l'IA, c'est un peu aussi le but de cette présentation. C'est la première étape. Après. Je pense qu'il faut se poser des questions surtout et réfléchir à chaque fois sur est-ce que j'ai besoin d'employer telle ou telle technologie finalement, et est-ce que j'ai besoin de finalement est-ce que telle ou telle technologie va répondre à mes objectifs en tant qu'acteur culturel, en tant qu'artiste. Je trouvais intéressant justement la manière dont Romain s'emparait de l'intelligence artificielle, et finalement au lieu de l'utiliser comme un outil qui va être un outil qui va lui permettre de créer, il l'utilise comme un assistant finalement. Donc c'est intéressant. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de questions que vous voyez ici. C'est aussi, je dis souvent aussi, c'est qu'est-ce qui nous a convaincu, ou qui nous a convaincu d'utiliser une solution numérique, que ce soit de l'IA ou de l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas dirigé contre Franck, mais c'est vrai que si vous avez été juste convaincu par un acteur qui cherche à monétiser
son investissement dans ce domaine-là. Il faut peut-être aller un petit peu creuser plus loin. Est-ce que c'est vos publics qui vous poussent à faire ça? Est-ce que c'est en rapport aussi avec les valeurs de votre projet? Donc voilà, c'est vraiment de se poser des questions avant d'utiliser, et je dirais se méfier de ce qu'on appelle les objets brillants, et de vouloir à tout prix adopter les choses parce que tout le monde en parle, parce que la question c'est ok, tout le monde en parle, mais moi est-ce que j'en ai besoin? Et puis alors, si vous voulez vraiment aller vers la sobriété numérique, je vous mets les 5 R du numérique. D'abord refuser, ensuite réduire, ensuite réutiliser ou réparer. C'est la question de réutiliser les machines aussi, et ne pas avoir besoin sans arrêt de mettre du neuf. Et puis j'aime bien la dernière, de rendre à la terre, parce que justement l'intelligence artificielle, ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de se reconnecter des fois à d'autres choses qu'au numérique, même si le numérique peut nous faciliter la vie. De temps en temps, une petite reconnexion au réel peut être aussi intéressante. Donc vraiment, comme on a très peu de recul sur ces technologies, moi je pense que c'est justement prendre le temps du recul par rapport à ces technologies. Et pour finir, avant de passer à vos questions, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que serait notre monde si on n'allait pas vers un numérique responsable ? Alors, il y a plusieurs écoles. Déjà, moi j'en ai discuté avec des spécialistes du numérique responsable qui me disaient, imaginez ce qui va se passer dans 10 ans, c'est de la science, c'est à la fois très proche et c'est de la science-fiction. Alors il va y avoir l'école de Frédéric Bordage et de Green IT qui nous dit qu'on est la dernière génération à profiter d'un numérique à foison. Et qu'on va vers une réduction. On va être obligé de réduire le numérique parce que plus assez de réserves minières, plus assez. On est dans un monde fini. Donc il y a cet aspect-là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus positives, mais qui disent qu'on va quand même vers des ruptures servicielles, à savoir que on va peut-être être obligé de revenir à un numérique un peu plus lent. Il faudra un peu plus attendre. Et puis vous avez aussi l'école de Philippe Biwix qui dit il faut revenir au low-tech, c'est-à-dire des technologies qui sont moins énergivores, qui demandent moins d'énergie, qui sont plus simples. Alors par exemple en low-tech, on va avoir le SMS, c'est low-tech par exemple par rapport à de la messagerie instantanée. Pourtant on va peut-être plus utiliser WhatsApp alors que le SMS est plus résilient. Par exemple, s'il y avait des ruptures servicielles, le SMS serait plus résilient que la messagerie instantanée par rapport à la manière dont il se déploie et des technologies qu'il a besoin. Donc c'est on irait effectivement vers ce type de rupture servicielle. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire la fresque du numérique, qui est un outil qui est vraiment intéressant. Si vous l'avez pas fait, qui vous explique quels sont nos usages du numérique aujourd'hui, quelles sont les conséquences et quelles peuvent être à terme les conséquences dessus. Donc ça peut aller très très loin. Ça peut aller aussi, et c'est déjà un petit peu le cas, puisque moi je parlais de ce reportage sur le cobalt. Si vous vous intéressez un petit peu à la géopolitique des matières premières, on ira peut-être au-devant d'affrontements pour acquérir certaines ressources stratégiques comme du lithium, comme du cobalt, comme de l'indium dont on a besoin pour nos appareils. Je sais pas. Donc ça c'est ce qui risque d'arriver. Et encore une fois, je dis c'est de la science-fiction parce que on a du mal à se projeter. Franck, ta projection? Ma projection. Je suis de nature assez optimiste. Lorsque je regarde un petit peu les innovations qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu énormément de ruptures, énormément de violence pendant ces ruptures-là. On s'est toujours très bien adapté, je trouve. L'humain a une forte capacité d'adaptation avec ses propres innovations. Donc ça me fait pas trop peur, surtout que là on se dirige vers un monde, surtout je vais parler plutôt de la blockchain là, mais on se dirige vers un monde qui est de plus en plus décentralisé, où les gens se posent de plus en plus de questions sur la centralisation. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Et ça c'est assez encourageant sur le fait qu'on puisse maintenant traquer tout ce qui se passe et
et ce qu'on fait nous-mêmes. Donc on a une meilleure introspection sur nous-mêmes, on voit plus, on arrive mieux à mesurer ce qu'on a comme impact, que ce soit écologique ou social. Et ça, je trouve que c'est un bon point parce qu'au moins on peut aller dans le bon sens, ou en tout cas, si on va dans le mauvais ou le bon sens, on le saura, quoi. C'est ça qui est. Donc ça serait notre propre décision. Donc assez optimiste, surtout sur la partie de la blockchain. Et il y a, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Romain à un moment, essayer vraiment, pratiquer, regarder ce que c'est. Aujourd'hui, ChatGPT est quand même très facile à utiliser. Et juste pour vous rendre compte à quel point ça arrive, c'est en train d'arriver, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans. Donc, si vous voulez être sur la vague et si vous voulez être au moins conscient de ce qui va se passer, que ce soit positif ou négatif, encore une fois, ça c'est un jugement, soyez conscient de ce qui se passe. N'essayez surtout pas de l'ignorer. Je pense que c'est le pire que vous puissiez faire. Encore une fois, chez NFT Biarritz, on fait des workshops, des ateliers pour pratiquer sur tout ce qui est NFT, IA et blockchain. On met un gros point d'honneur dessus. Donc encore une fois, NFT Biarritz, je vous invite aussi à venir. On parle de tout ça et on pratique beaucoup. Voilà. Je peux vous inviter à consulter le QR code de l'œuvre de Romain Lalire. Donc vous pouvez le prendre en photo et puis regarder après chez vous. En fait, c'est une exposition en réalité augmentée. Donc il vous suffira de suivre le lien pour accéder à son travail qui met en scène la forêt de Vancouver, une forêt de Vancouver captée à l'aide d'un lidar. Donc ça donne une vision 3D de cette forêt-là et de la connexion entre les arbres et les plantes. Donc c'est le numérique au service de la nature. C'est assez beau, comme il disait, c'est assez poétique. Voilà. Maintenant, on passe au temps des questions. Donc voilà, un temps qui vous est dédié, où je vais faire circuler le micro pour que vous puissiez profiter un maximum des intervenants qui sont là ce soir. Donc qui souhaite commencer? Ouais. Oui, alors moi j'ai une première question. C'est un point sur lequel vous avez peut-être moins insisté. C'est cette histoire de raréfaction des terres rares. Et on a beaucoup parlé de consommation électrique, mais ça finalement la consommation électrique, ça impacte sur le climat, du charbon. Il y en a pour des milliers d'années. Donc ça on est quelque part, si on a envie de continuer à consommer 6 fois l'électricité de l'Argentine, il y aura pas de souci là-dessus. On vivra juste avec 3 degrés de plus. Par contre, il y a une question qui est fondamentale, c'est qu'on sait qu'il y a certains métaux, dans 20 ans, il y en a plus. Mais plus du tout. Donc, en gros, son PC portable, il va coûter 10 000. Alors qu'aujourd'hui, il coûte 500. Et sachant ça, moi, j'ai vu tourner un serveur blockchain. Le truc, il envoie une chaleur gigantesque et on sent bien que le serveur, ils vont, en gros, dans un an, ils vont le foutre à la poubelle parce que le truc, il sera rincé. Donc, ma question, finalement, par rapport au NFT, c'est, sachant le coût de remplacement de ce matériel qui est induit par un fonctionnement des serveurs très, très élevé, est-ce que finalement, ça va continuer à être rentable? Est-ce qu'on va pas arriver à une limite simplement physique de rentabilité de la technologie? Extrêmement intéressant, c'est vrai, on n'a pas assez parlé. Il y a un truc qui est très encourageant sur Bitcoin notamment. Alors, il faut savoir que les NFT sont pas sur Bitcoin, hein, c'est Ethereum. Du coup, je sépare un peu les deux, mais c'est vrai que sur Bitcoin, donc celle qui consomme le plus finalement, la blockchain qui consomme le plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que 56% des nœuds qui tiennent cette blockchain-là utilisent des énergies renouvelables. En fait, ce sont des mines qui s'installent à côté des barrages et qui chopent l'électricité la nuit, parce qu'on a besoin beaucoup de la nuit aussi de la blockchain, alors que nous, non. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à subvenir. Donc, c'est comme c'est récent comme technologie et qu'on a ces questions écologiques beaucoup plus présentes qu'avant, et qu'avant on s'en foutait un peu et on mettait ça, voilà. Bah là, maintenant, on rattrape un peu ce retard en mettant le plus de nœuds possible proches des lieux où on peut utiliser de l'énergie renouvelable. Ça, c'est le côté intéressant et encourageant. Et encore une fois, pour revenir sur en effet la puissance des machines qui est nécessaire pour faire tenir des blockchains, preuve de travail. Bah, du coup, maintenant, comme c'est plus le cas pour Ethereum, donc les NFT, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, bah, les machines,
votre téléphone portable servira de nœud pour tenir la blockchain Ethereum. Et ça suffira, parce qu'on regarde plus maintenant la puissance, on regarde juste le nombre de crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Donc là, encore une fois, maintenant, on a déjà tous des appareils sur nous, donc en fait, les nœuds sont déjà là. On n'a pas à en reconstruire d'autres ou les changer, etc. On ne changera pas nos usages pour ça. Ce qui est faux, par contre, pour les blockchains qui sont en preuve de travail, mais qui sont de moins en moins présentes et je pense, qui est un des plus gros défauts de Bitcoin. C'est pour ça qu'on a créé des Layer 2, etc. Mais qu'à un moment donné, on va plus trop utiliser. Je vais enchaîner par rapport à ce que tu dis, Franck. Effectivement, c'est intéressant que les smartphones puissent gérer ça, effectivement, et qu'on soit pas obligé d'avoir des serveurs. Après, bon, je pense qu'il y a une autre question, c'est la question de l'obsolescence des appareils, effectivement, parce que un smartphone, enfin voilà, je sais pas, on pourrait faire un sondage qui a changé son smartphone au bout de 2 ans dans la salle, par exemple. Voilà, parce que je pose la question, je dis 2 ans, c'est pas anodin, parce que c'est le taux, enfin c'est la moyenne. C'est-à-dire que en France, on change en moyenne son téléphone tous les 2 ans. Donc la question, c'est effectivement et là, pour le coup, je vous renvoie aux actions d'une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, qui travaille à faire en sorte que justement, on ait des appareils qui ne soient victimes d'une obsolescence programmée ou d'une obsolescence psychologique. Parce que en fait on a quand même une injonction à changer d'iPhone tous les ans, puisque je sais même plus, je crois qu'on est au 14 là, ou 13 ou 14, donc voilà, tous les ans, et il y aura un 15 et un 16, etc. Donc ça, effectivement, mais là on est sur des problèmes qui sont plus de l'ordre, effectivement, juste d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais on est sur des problèmes structurels où effectivement il faut s'interroger sur le fait de devoir renouveler régulièrement ces appareils parce qu'ils sont passés de mode ou parce que ils fonctionnent plus, quoi. Et justement, c'est un des enjeux de ce qu'on appelle le Green IT, c'est de faire en sorte que les appareils soient aient une durée de vie. Voilà, si on avait tous des smartphones qui duraient 10 ans, 15 ans, il y aurait pas de problème, quoi. Il y a un appareil qui s'appelle le Fairphone où vous pouvez juste, par exemple, remplacer certains modules de l'appareil sans tout remplacer. Vous voulez changer d'appareil photo, vous changez juste le module concernant l'appareil photo. Alors ça, c'est des choses qu'il faudrait effectivement développer. Après, enfin voilà, je sais pas si l'histoire va dans ce sens, malheureusement. Moi, j'ai une question. En fait, je comprends que la technologie des NFT finalement est moins énergivore si on prend l'exemple des banques, par exemple, qui émettent du papier et autres. Et est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie-là puisse remplacer d'autres technologies qui seraient, elles, plus énergivores et donc, au lieu de cumuler l'emploi d'énergie, les remplacer pour aller vers plus de sobriété énergétique? Oui, absolument. En fait, on peut penser vraiment à tous les métiers qui nécessitent une vérification centralisée. Les impôts, tout ce qui est aussi dans le domaine administratif en général, tous les acteurs qui s'occupent de répartir de la valeur, genre je pense à la SACEM par exemple. C'est un acteur son métier c'est quoi? C'est juste à regarder, il y a ça qui rentre, je dois donner ça à lui, ça à lui, ça à lui. Mais ça en fait finalement, c'est quelque chose qui, si on utilise la blockchain, déjà on a plus confiance nous en tant qu'utilisateurs parce que c'est pas géré par des hommes dans des bureaux, mais par quelque chose qui est public et accessible. Et 2, on économise énormément de salaires, d'immeubles. La SACEM, c'est je sais pas combien de salariés. Il y a on économise beaucoup de ressources humaines et énergétiques à utiliser quelque chose qui existe déjà et qui est designé pour répartir ce genre de royalties, par exemple. D'ailleurs, au passage, l'art le versement de royalties dans l'art est un cas d'usage des NFT, pour le coup. Là, clairement, vous êtes artiste, vous vendez un NFT sur la blockchain, vous recevrez à vie des royalties sur les seconds marchés de votre œuvre, à vie. Donc, même si dans 50 ans, ça se vend... En fait, c'est, comme disait Romain, normalement déjà le cas, mais difficilement appliqué, en fait. Voilà, c'est ça. Et en effet, c'est normalement aussi déjà le cas dans la musique avec la SACEM, mais c'est compliqué. Oui, en effet, donc tous ces métiers-là, finalement, peuvent être remplacés. C'est beaucoup dans l'administratif et dans les métiers aussi où ça nécessite de la confiance, en fait. On a vraiment besoin de confiance et de traçabilité. La supply chain. On travaille avec Airbus, avec OpenGem. Ils ont des soucis de supply. Ils veulent savoir les pièces, par quel département elles passent, comment on les suit, etc. Auchan, les supermarchés,
utilisent la blockchain pour tracer leurs produits. Et on pourrait même rendre ça maintenant public aux consommateurs en mettant des QR codes sur les produits. Et là, pour le coup, c'est traçable, c'est visible sur la blockchain, etc., etc. Et on économise des infras qu'ils ont en interne et qui consomment beaucoup plus parce que centralisé, parce que etc. Alors que là, c'est vos téléphones qui va maintenir la blockchain passivement. Alors, quelqu'un d'autre a une question? Je veux juste faire un petit ajout par rapport à ça. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de comparer de faire une analyse de cycle de vie complet entre effectivement certaines activités qui sont, et là pour le coup, j'ai pas connaissance de ce type-là. C'est-à-dire de faire une analyse de cycle de vie complet d'une blockchain qui permet par exemple de gérer les impôts et une analyse de cycle de vie complet d'un traitement classique des impôts. Je pense à ça parce que alors on a un exemple. Souvent on a souvent dit que le fait de lire quelque chose sur un écran était moins coûteux que le fait de l'imprimer. Enfin voilà, vous recevez des messages des fois où vous dites n'imprimez pas ce mail, pensez à l'environnement. Et en fait, le groupe La Poste a fait un travail là-dessus et il s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Donc, enfin voilà, je dis pas que ce que Franck dit est faux, mais je pense que, enfin voilà, ça mérite vraiment d'être étudié, effectivement, de voir si les choses sont intéressantes. C'est pareil, le télétravail. On pensait que le télétravail allait réduire les coûts d'énergie. Finalement, il les a augmentés. Donc voilà. Donc je parlais de cet effet rebond. C'est des fois des solutions qu'on croit plus optimales vont faire que finalement les choses s'accélèrent. Donc encore une fois, c'est comme je disais, la responsabilité, elle passe d'abord par la mesure. Aussi quoi. Donc enfin voilà, je sais pas si tu connais des études sur là-dessus voilà qui démontrent ça. Moi je serais intéressé effectivement de les découvrir. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est tracé encore une fois tout ça et en effet on peut le mesurer, même si c'est pas beau partout, au moins on le mesure et on le sait. Et personne ne peut le contester. C'est ça qui est intéressant. C'est juste une remarque à vous écouter et notamment sur l'enjeu de la donnée en fait, parce que c'est bien de parler du numérique responsable. Effectivement, on peut avoir une version où on dit voilà, ça consomme tant, ça a tel impact, etc. Donc on peut avoir une vision comptable et managériale des parcs, etc. Mais il y a un courant qui est intéressant, qui est en train d'émerger, qui est l'économie régénérative et qui pose le principe en fait qu'on doit collectivement gérer des communs, des biens, et que c'est par un ensemble d'acteurs que l'on arriverait, par exemple, à prendre en compte les social bonds, tous les impact bonds, en fait, et comment on administre la preuve d'un impact positif. Et un des gros enjeux en ce moment, notamment du côté des banques et de la finance, un banquier, c'est quoi? C'est un mec qui va regarder toutes des données, ils sont rationnels, c'est vraiment d'arriver à manager le risque, l'anticiper, se dire, on a ces données-là, donc on sait que ça pollue, on peut décarboner, en plus, il y a une volatilité sur le carbone, donc on peut l'échanger, etc. Donc ça marche plutôt bien. Mais objectivement, ça maintient le système. Si on veut aller un petit peu plus loin, et c'est là que le numérique a un rôle super important, et notamment la blockchain au travers de tout ce qui est DAO, tout ce qui va être gouvernance, parce qu'il y a un vrai problème de gouvernance actuellement si on veut que le numérique et tout le reste, toute l'économie en fait fonctionne. Pour qu'elle soit régénérative, il faut que les acteurs se mettent d'accord sur des communs, sur des objectifs communs d'amélioration pour restaurer à la terre, pour travailler sur les ressources. On parle de l'épuisement des différentes ressources, etc. Et là, le numérique est intéressant pour tracer justement, pour avoir la preuve d'impact. Vous prenez par exemple les aides financières sur je fais du vélo, je donne de l'argent à mes employés parce qu'ils font du vélo, etc. Comment j'ai la preuve qu'ils font du vélo? Ben justement, grâce au numérique, on le trace, on objective les données et justement, on peut le monétiser et donc le financiariser et donc arriver à le rendre rentable. Parce que malgré tout, vous disiez, c'est 25% de la consommation financière, la finance de l'énergie, mais c'est aussi ce qui gouverne beaucoup de nos actions actuellement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la responsabilité du numérique, elle est aussi dans proposer des modes de gouvernance sur des modèles qui soient comment on arrive à régénérer, comment on arrive à proposer des alternatives qui soient alors des nouveaux modèles économiques, de gouvernance, etc. Mais ça produit de la donnée. Et donc, les données, elles sont là. Et maintenant, quelles seraient ces données qui feraient que j'ai un impact positif sur mon eau, sur mes sols qui sont épuisés, toutes ces choses-là. Alors, il y a les scientifiques qui le font, heureusement.
Il y a encore quelques-uns qui bossent, mais ça, c'est important d'avoir toute cette vision-là du numérique aussi qui aide à prendre des décisions, à piloter et puis peut-être à s'auto-organiser justement avec d'autres couches sociales. Je suis assez d'accord avec vous. Enfin, je parlais du GIEC, par exemple. Le GIEC sans numérique, ils seraient bien embêtés pour modéliser leur projection sur le climat. On est tout à fait d'accord, quoi. Donc effectivement, je jette pas du tout le fait que enfin voilà, moi c'est d'ailleurs ce que j'appelais l'IT for green, c'est justement utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les calculateurs, utiliser un certain nombre de choses pour pouvoir effectivement, justement optimiser un certain nombre de choses. Voilà. Après, simplement, il faut pas que l'optimisation nous, enfin voilà, comme vous le disiez, nous fasse dire bah on a optimisé, donc du coup on peut encore plus consommer aussi. C'est ce fameux effet rebond, effectivement. Voilà. Mais sinon, sur le reste, je suis assez relativement d'accord avec vous. Sous-optimal, c'est un des principes. Oui. En fait, après, c'est la technologie, on en fait ce qu'on veut. Donc, si la technologie est d'aller, voilà, si on demande à une intelligence artificielle comment on peut désinnover ou désinvestir, comme je disais, enfin voilà, sans perdre des emplois, etc. Enfin voilà, calcule ça. Moi, je trouve ça relativement intéressant, effectivement. Franck, tu voulais? Non, mais j'aime beaucoup l'idée de consulter l'IA pour savoir comment on va s'en sortir. C'est rigolo. Et je l'ai pas fait, mais je m'étais dit que j'irais sur ChatGPT pour lui demander si elle connaissait son impact environnemental. Voilà, je me dis, voilà, ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'elle répond. J'ai essayé avec Siri ne répond pas, hein, il comprend pas. Encore une fois, il y a un vrai sujet de centralisation qui entraîne cette IA. Quand on lui pose des questions très très débattables, surtout sur des sujets publics, d'un seul coup, ça prend parti. Qui décide de ça? Donc, encore une fois, voilà, la centralisation, on en reparle encore, même dans l'IA, ça pose des problèmes d'éthique de plus en plus, je pense. C'était pas vraiment une question, c'était une observation en tant que artiste. Tout à l'heure, il y a l'intervenant qu'on a vu à la vidéo, il parlait de son point de vue. C'est très intéressant aussi les NFT par rapport à la traçabilité. Moi, par exemple, c'est de la photographie. Les photos, elles peuvent partir. Vous savez pas qui les utilise. La NFT, la blockchain, elle permet effectivement d'avoir cette preuve. Et il y a des blockchains françaises, Object, qui est déjà très écologique. Donc, c'est aux artistes aussi à réfléchir à quelle blockchain ils vont utiliser. Moi, ça prend 5 minutes, ça consomme pas, j'ai aucun frais de gaz. Voilà, donc il y a des choses déjà qui existent. Et Object, c'est français et c'est écologique. Merci. Ouais, c'est Tezos, ouais, qui est français, en effet. Quelqu'un d'autre souhaite... Ouais. Moi, j'ai une question au sujet du monde de l'art. Et avec toute cette désintermédiation que procurent ces nouvelles technologies, comment voyez-vous le rôle des galeries et notamment dans la mise en valeur de production numérique? Très intéressant parce qu'on travaille, nous, beaucoup avec la NFT Factory, qui est une galerie d'art à Paris. Et donc tous les mois, ils font une expo de NFT et qu'on peut parfois acheter que sur place, alors que c'est des NFT. C'est marrant parce que les gens viennent de plus en plus à la Factory parce qu'il y a une exposition sur la blockchain. Donc c'est des artistes qui n'avaient pas l'habitude de l'être avant et qui ont besoin d'être en fait ils découvrent l'univers de la blockchain par cette galerie d'art, car ça réconcilie finalement les artistes qui sont attachés à l'art physique, on va dire, et pas du tout à l'art numérique. Et d'un seul coup ils se retrouvent avec beaucoup de ventes, de sold out, alors qu'avant c'était pas forcément le cas, mais tout simplement, encore une fois, parce que la blockchain, quelqu'un qui est au Japon 2h du matin et que l'expo elle commence, il l'achète. C'était pas possible avant quand il l'exposait à Châtelet, quoi. Maintenant, tu as des choses à dire? Je vais essayer, Damien, répondre à ta question sur les galeries d'art. Yes, je taffe aussi chez OpenGem et pour le coup, moi j'habite plutôt à Paris, donc j'ai beaucoup plus d'interactions avec la Factory que Franck.
Ce qui est intéressant avec les galeries d'art aujourd'hui, les galeristes sont surtout des tierces de confiance en fait. Le galeriste, quand il va vendre un tableau, il va s'assurer que c'est bien l'artiste qui l'a créé et que c'est pas un faux. Et en fait, tout ce qu'on a dit là sur la blockchain et les NFT, c'est vrai dans le meilleur des mondes. Parce qu'en fait, un NFT, c'est du code informatique. Et les développeurs peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent dans ce code informatique. Donc, il peut y avoir des NFT qui sont plus ou moins bien codés et qui sont plus ou moins décentralisés, plus ou moins persistants. Et du coup, ce code-là, c'est très rigolo parce qu'on appelle ça des smart contrats. En fait, ce sont des contrats. Sur la blockchain, on ne fait que de signer des contrats. Et donc, en tant que galeriste, si jamais vous exposez des NFT, je pense que la grosse valeur ajoutée que vous pouvez apporter, c'est de regarder ces contrats. Et c'est pour ça que nous, chez OpenGem, quand on audite les smart contrats, on les regarde. On est cofondeur de la Factory, on travaille beaucoup avec eux là-dessus. On s'assure que tout ce qu'ils vendent soit bien persistant, soit bien certifié, soit bien décentralisé, enfin, que ce soit bien du Web3, de la blockchain, en fait. Parce qu'il y en a certains qui ne le sont pas. Et ce qui permet à l'artiste d'être souverain de son œuvre, donc de bien la posséder, et aussi à l'acheteur d'être le possesseur et que son œuvre ne disparaisse pas dans 1 an ou 2 parce que ça a été mal codé, volontairement ou involontairement. Donc ça reste un tiers de confiance qui reste très très intéressant, surtout en ce moment où c'est très nouveau et qu'il n'y a pas trop de standards, où c'est un peu comme le web du début, c'est un petit peu le Far West. Donc ça reste très très intéressant pour ça. Donc les galeristes ont un sérieux rôle à jouer là-dessus. Et nous, on propose des outils justement pour les galeries pour ça, parce que pour nous, c'est super important que ça soit bien fait, sinon ça met une sale image pour la blockchain et ça n'évolue pas correctement, quoi. Elles vont peut-être aussi avoir un rôle pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut déjà éduquer l'acheteur et le collectionneur d'art au NFT pour vendre des œuvres NFT, quoi. Moi, j'ai une question très fonctionnelle, c'est de savoir est-ce qu'il existe d'autres solutions que le certificat d'authenticité NFT pour faire du digital twins, donc connecter un objet physique à un NFT. Parce que je suis galeriste dans la photographie d'art aussi, et c'est des questions que nous posent nos artistes. Très grosse question. En fait, et c'est très naturel comme question, je l'entends beaucoup, d'accord, mais comment tu peux me certifier que ce carnet-là, il est relié à ce NFT? C'est ça, en fait. Comment relier le physique à... Le NFT est designé pour gérer de l'art numérique, déjà. Donc, en fait, il fait très bien son taf pour certifier une œuvre digitale à un certificat dans la blockchain. En fait, finalement, c'est le même. Le certificat est l'œuvre. C'est ça qui est la force du NFT, finalement. Dans la vie réelle, si vous possédez la Joconde, vous avez la Joconde, et ce qui a de la valeur, c'est finalement le certificat signé par un notaire qui dit que vous avez la Joconde. Donc vous avez le certificat et l'œuvre qui est complètement à part. Dans le NFT, vous pouvez mettre les deux, ça fait un en fait. Le NFT et le certificat, l'œuvre et le certificat. Ça, c'est vraiment le gros plus du NFT. Si on tombe sur une œuvre physique et qu'on veut certifier via un NFT, bon, on retombe sur les mêmes problématiques finalement qu'on a déjà dans la vie réelle. Comment être sûr que ce NFT-là appartient bien à ce NFT? Comment je peux être sûr que ma Joconde est bien accolée à ce certificat papier? Il y en a qui se retrouvent avec des faux certificats, il y en a qui se retrouvent avec des faux tableaux, mais des vrais certificats et vice-versa. Il y a des boîtes qui s'occupent de ça. C'est encore à l'état un peu expérimental, mais il y a des gens qui, par exemple, pensent à graver dans l'œuvre l'identifiant du token. Mais bon, ça reste une gravure. Moi aussi, je peux aussi graver et faire une contrefaçon. C'est très difficile. Là, on retombe sur des problématiques finalement de vie réelle pour être sûr que l'objet-là a bien été gravé, on va dire, entre guillemets, par ce NFT. Maintenant, il y a quand même des solutions. Par exemple, tu vois, il y en a qui mettent à l'intérieur du tableau et qui scellent le tableau. Comme un peu une enveloppe scellée, quoi, le fameux sceau. On sait que ça a été ouvert, donc on peut estimer que c'est plus du tout l'œuvre n'est plus authentifiée. Et là, il y en a qui renferment dans l'œuvre un QR code ou parfois même pas un QR code, une puce NFC où quand tu passes ton téléphone, tu peux voir ça appartient à quel NFT. Il y a des boîtes qui font ça. Il y a aussi une boîte. Ouais, exactement. Ouais, si on parle d'Arteia, les Belges, c'est ça? Alors, je ne connais pas. Eh ben, c'est avec eux qu'on est en contact. D'accord, ok. Et eux, justement, c'est une puce NFC. Okay. Et la durée de vie de la puce NFC. Voilà. Et sinon, il y a une autre boîte, et je crois qu'elle est locale en plus, qui s'occupe de faire de la photographie
En fait, il photographie l'œuvre sur plusieurs angles. Et en fait, la photo est tellement précise. En fait, deux objets ne seront jamais pareils, presque à l'atome près. Ils arrivent en fait à savoir, à authentifier un objet en la photographiant et en mettant les photos dans le NFT. Donc, c'est encore à l'état expérimental, mais encore une fois, c'est pas vrai. Le NFT n'est pas designé pour ça. C'est vrai, si demain tu viens et tu dis, moi, je veux une œuvre physique, je veux la certifier avec l'NFT, on retombe sur des problématiques actuelles finalement le certificat papier, il faut que ce soit celui qui vient relié avec Watch Certificate. Watch Certificate l'a fait. Eux, ils font des photos, par exemple. Donc, on travaille avec une boîte qui certifie des montres de luxe. Ils travaillent avec Rolex, etc. Et eux, ils utilisent ils ont designé une petite boîte avec plusieurs angles de vue où ils mettent la montre. Il y a plusieurs photos qu'ils mettent dans la blockchain. Et après, il y a aussi le nom du propriétaire, etc. qui mettent tout dans la blockchain. Comme ça, n'importe quel notaire, en cas de vol, en cas de n'importe quoi, peut voir ce qui s'est passé dans la blockchain. Mais oui, c'est une très, très vraie question. On n'a pas encore vraiment de solution optimale, mais on y travaille. Mais encore une fois, par contre, l'œuvre digitale, là, c'est vrai que ça marche très, très bien parce que l'œuvre digitale est le certificat lui-même. Mais très bonne question. Il y en a des questions, c'est bien. Bonsoir, donc Nathalie, une des collègues de l'équipe de l'Antique. Donc je vais pas trop avoir une question, mais plutôt un petit complément pour rebondir sur les nouveaux modèles et sur ce que propose comme nouvelle technologie les blockchains ou l'IA, et plutôt sur l'IA, et c'est plutôt un positionnement. Et en effet, sur les nouveaux modèles, il y a des modèles libres qui existent. Donc c'est vrai qu'on a les modèles propriétaires. Pour ceux qui se posent la question, en fait, à un moment donné, comment je peux choisir et écologiquement et éthiquement des produits qui existent sur le marché du numérique, faits par des propriétaires de la technologie, ChatGPT, OpenAI, mais il y a aussi des solutions libres. Donc c'est ça que vous pouvez aussi aller chercher, qui peuvent donner envie de construire des nouveaux modèles, pour répondre sur le témoignage de monsieur. Et puis après, il y a les communs numériques exactement aussi. Et ça, c'est la question qu'il faudrait poser en effet au secteur du numérique, c'est comment se positionner sur ces constructions communes de demain. Mais ça, c'est aussi des choix collectifs, et on n'est pas tout seul. Dans notre joli monde du Pays Basque, ça peut peut-être être possible, mais dans notre monde actuel, peut-être un peu plus difficile. Donc, vous voyez, c'est se positionner aussi des fois sur des positions de libre propriétaire pour choisir ces outils. Et en effet, ce qui est en effet intéressant aussi, c'est la transparence. Donc après, le blockchain arrivera là-dedans. Donc, c'était un petit rajout. De dernière minute. Ouais, et petite anecdote, et je veux rebondir du coup sur ce que tu viens de dire. OpenAI, à la base, c'était une association. C'est assez amusant du coup. Ça a été créé par du coup Sam Altman avec Elon Musk. Et ils avaient créé ça, mais en mode side project, quoi. On fait ça à côté pour s'amuser. En fait, ils avaient quand même une belle mission qui était, on voit que l'IA prend beaucoup d'importance dans les grosses boîtes, GAFAM, etc. On a peur qu'ils aient le contrôle sur ces IA parce que c'est des black box, quoi. Ils travaillent dessus en interne. Du coup, on va créer un truc complètement ouvert, OpenAI. Tout le code sera libre et on veut que les gens se l'approprient pour pas perdre ce pouvoir. Et les années ont passé, Elon Musk il s'est plutôt focus sur aller sur Mars, donc il a arrêté OpenAI, tout ça, même s'il a encore des actions chez OpenAI. Sam Altman, lui, il a focus sur toujours OpenAI. Plusieurs années ont passé et il a décidé de passer ça en boîte privée. Et quand on lui pose la question pourquoi, il explique qu'en fait, il pouvait pas faire autrement s'il voulait justement passer un nouveau cap d'innovation. C'est amusant parce qu'il a eu du coup la réflexion inverse. Il dit mais en fait, il est arrivé, je pense, à des choix qu'il devait faire très importants, éthiques, tu vois, pour que ça marche bien. Et il dit non mais si on montre ça aux gens, en fait, ils seront pas d'accord. Du coup, on n'ira pas dans cette innovation. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, peut-être on ne sait pas. Mais c'est rigolo parce que du coup, lui, il a fait le format inverse. Donc ça pose encore une fois des questions éthiques. Est-ce que c'est finalement quelque chose de centralisé qui peut nous sauver ou pas, machin, voilà. Mais excellente question et qui ouvre des beaux débats, ouais. Oui, on serait peut-être plus là d'ailleurs pour la suite des débats, nous, parce qu'on n'est pas durable. Exactement. Et OpenAI, quand ils l'ont fondé, ils ont dit, nous, c'est une non-profit. On fait pas d'argent avec ça. C'est une association. Puis ça a vite changé d'avis, quoi. Vous avez pas mal d'institutions publiques qui utilisent, il y a Whisper aussi, qui est le vidéo to text, nous on travaille l'IDA là-dessus, et eux, ça fait 5 ans qu'ils bossent là-dessus. Et lequel qui va gagner, lequel sera le plus intelligent? Ouais, mais en tout cas, c'est OpenIA, et ça pose des gros problèmes, alors qu'il y avait des conseils de dire il faut aller sur les institutions publiques, open source, et quand ça bascule, vous êtes encore plus loqué. Ouais.
Ça, c'est quand même un petit sujet. Alors, on a des questions très pratico-pratiques de libération de l'auditorium. Donc, il y a peut-être une dernière question. Et puis après, on va vous inviter à poursuivre les débats à l'extérieur, peut-être en allant boire un verre à l'Art Divin, juste en bas de la rue. Mais on peut prendre une dernière question. Bonsoir à tous. Ça va pas être une question, ça va être un remerciement public pour Franck et Damien, puisqu'ils m'ont fait découvrir cet écosystème à NFT Biarritz l'été dernier. J'ai pu rentrer dans quelques projets ces derniers mois. Ce soir, j'étais très intéressé de venir vous rencontrer, puisque je retrouve également Virginie, dont on avait collaboré sur une précédente mission. Et en l'occurrence, il y a deux choses. Aujourd'hui, l'art aussi. Il y a un projet que je suis en cours, qui va rendre l'art accessible sur les œuvres d'art d'exception, avec le système de tokenisation qui permettra d'être multipropriétaire de certaines œuvres d'art qui sont aujourd'hui inaccessibles au grand public. Donc c'est l'un des sujets également qui seront certainement évoqués à NFT Biarritz dans les prochaines semaines. Et puis dernière chose, Cyril, juste pour conclure, tu as posé la question de savoir si OpenAI pouvait répondre sur son impact environnemental. Je m'y suis amusé. Donc juste peut-être en conclusion là-dessus, il est très sympa puisqu'il répond: en tant que modèle de langage informatique, je n'ai pas d'impact environnemental direct, je ne consomme pas de ressources physiques comme l'électricité ou l'eau. Cependant, les serveurs et les centres de données qui m'hébergent ont une empreinte carbone et peuvent avoir un impact environnemental important. Il est important de noter que même si je n'ai pas d'impact, l'utilisation que les gens font de moi peut avoir un impact. Voilà. C'est une très très belle conclusion. Voilà. Merci Christophe. On sent bien qu'il y a un humain derrière cette IA. Merci pour vos questions et je laisse le soin à Silène de clôturer cette table ronde. Merci beaucoup. Donc, Silène Théobald, j'étais dans l'ombre derrière l'organisation de cette table ronde. Donc, je tenais juste à vous dire un grand merci pour votre présence à tous et à toutes ce soir pour discuter de ce passionnant sujet. Merci à notre modératrice, à nos intervenants et aussi à nos auditoristes, puisqu'on enregistre cette table ronde pour en faire un podcast qu'on vous enverra par la suite. Et puisqu'il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, on vous invite à venir partager un verre, des verres offerts par l'Antique. Donc à l'Art Divin, c'est le bar juste en bas de l'avenue de Verdun, donc très proche d'ici. Et voilà, puis un lieu qui a du sens puisque donc on a mélangé l'art et le numérique aujourd'hui. Puis là-bas, on va mélanger l'art, le vin, on va y ajouter du numérique. Donc on va poursuivre la conversation là-bas. Et voilà, et merci on va essayer de quitter la salle assez rapidement parce que la médiathèque nous a donné le service Merci beaucoup. de rester ouvert. Merci.